Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Ça y est, c'est l'heure du sérieux dans cette émission. On va commencer à mettre les mains dans le cambouis de l'actualité pour faire le tour des sujets. Vous en avez eu un aperçu. Est-ce que vous sentez Nicolas Quipé, c'est-à-dire être dans cette classe moyenne qui a l'impression de trinquer à chaque fois qu'il faut réparer, qu'il faut payer, qu'il faut organiser des dépenses inutiles dont l'État est incapable de se séparer? Vous voulez réagir ou au contraire vous trouvez ça normal? On est en France, on paye des infos, peut-être trop, mais alors qu'est-ce qu'on a comme avantage? Les services publics, l'hôpital. Vous connaissez le refrain, vous avez le numéro également, 0826 300 300. Et puis dans ce contexte de menace, Emmanuel Macron risque d'évoquer dans 2 jours, 13 juillet, le retour d'une forme de service militaire. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce qu'il a été supprimé pour de bonnes raisons? Les menaces, elles existent, mais c'est certainement pas par l'engagement de quelques jeunes qu'on va envoyer certainement dans une caserne inhabitée au cœur de l'été qu'on va résoudre et qu'on va pouvoir se réarmer face à la Russie. En tout cas, ça y est, vous avez un peu le programme. Et avant ça, laissez-moi vous présenter ceux qui sont entrés dans ce studio comme de vrais guerriers. Arnaud Stéphane, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'agence La Note de Com. Merci d'être avec nous ce matin. Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, bonjour. Bonjour. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication et auteur de Anthologie de la Com aux éditions Bréal. Et Mehdi Reich, aussi analyste politique. Merci d'être dans ce studio tous les 4. Et avant qu'on balaye ces sujets en compagnie des auditeurs, c'est l'heure de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Coup de gueule notamment d'Arnaud Stéphane qui commence, et j'ai vu le sujet qui me fait sourire parce que c'est typiquement ce que j'adore et typiquement ce qu'on ne voit que dans certaines grandes villes, le bar d'Édith Piaf qui est menacé par 3 bourgeois ronchons. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exactement. Bidou vaincra. On est là, Arnaud. Une petite rue de Paris. Très vite, une pétition. À chaque fois que vous citez ce nom, les gens disent mais c'est où ça? Rue Anatole de la Forge. C'est une rue dans le 17e arrondissement, proche de l'Étoile. Et il y a un établissement qui a été ouvert en 1932, qui s'appelle le Bidou, en référence à un jeu de dés auquel on ne joue absolument plus, une espèce de 421 un peu. Voilà. Ce bar, tout en bois, avec des vitres, vitrail, avec des cuivres, etc., était le bar d'Édith Piaf. Alors il a une histoire fantastique, parce que Édith Piaf habitait l'immeuble juste à côté, et donc elle en avait fait son QG. Ça a été un bar qui a été fréquenté par les intellectuels, les artistes avant-guerre, de l'ouverture de 1932. Après, c'est malheureusement devenu un bar célèbre de la collaboration. Puis après, c'est devenu le bar des officiers américains. Tous les grands endroits à la mode à Paris, malheureusement. Les officiers américains à Paris en avaient fait leur cercle. Et puis, dans les années 50, 60, c'est redevenu le bar des amis d'Édith Piaf, les acteurs, etc. Et bien parce que c'est une rue qui est composée quasiment que de bureaux, souvent, dans ce quartier de l'Étoile. C'est une rue qui rejoint l'avenue de la Grande Armée, c'est ça, à Paris. Et tel Maurice Lecoq, vous vous en souvenez de Maurice Lecoq? C'était ce coq à qui on avait demandé d'arrêter de chanter. Et son propriétaire avait été condamné quand même à 3 000 € de dommages et intérêts parce que de jeunes urbains, comme on dit. Et tu veux faire un poulailler dans ce bar? Des casse-pieds étaient arrivés et ils disaient ça va, il fait du bruit le coq. Et en plus il me réveille. Et en plus il me réveille. Et puis après il y a un drôle de bruit. Oui, c'est un clocher, c'est une église, c'est normal, ça fait du bruit comme ça. Donc aujourd'hui ça a été protégé, ces bruits ont été protégés. Et là on se retrouve donc avec un bar qui va fêter dans 7 ans son siècle, quand même, qui a un endroit invraisemblable. Il n'y a pas de musique à l'extérieur, il n'y a rien, sauf qu'il y a des gens qui ont acheté 2 appartements anciens bureaux dans cette rue et qui tout d'un coup décident que il faut changer ce qui s'est passé pendant 93 ans dans cette rue et que il y a des voitures qui se garent, il y a des gens qui discutent et que donc il faut fermer cet établissement. Oui, c'est un endroit qui est vivant, c'est insupportable. Mais c'est invraisemblable. Pourquoi faire ça avec que des gens gentils, polis, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a quand même avis de disparition. On aimerait bien voir le maire du 17e parce que qui connaît bien cet établissement, mais qui a décidé tout d'un coup qu'il avait changé de numéro de téléphone, qu'il ne répondait plus aux appels. Il a disparu. La police qu'on voit jamais dans le 17e, puisque les trottoirs sont devenus des autoroutes avec des trottinettes électriques et des vélos. Et là, en revanche, ils sont là quasiment tous les soirs à l'appel. Ça pose de problème à personne. Et ça pose de problème à personne. Fermeture du bar d'Édith Piaf. Je vous ai vu sourire dans la description d'Arnaud Stéphane, Patrick Vignal. Ben oui, écoutez, moi je pense qu'il pourrait être candidat à la mairie de Paris. Redonner à Paris son essence, sa dynamique. Moi qui suis montpelliérain, franchement, je suis depuis 2 mois à Paris. Vous avez une ville extraordinaire.
je voudrais vous le dire, où ça vit encore. Et c'est vrai qu'on se retrouve effectivement, bon, je vois bien dans le rural, où les mecs qui arrivent, souvent des parigots d'ailleurs, bien sûr, ils veulent pas le coq, ils veulent pas le clocher, enfin quand même. Mais dans ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que la plupart des Parisiens maintenant veulent vivre dans des quartiers morts, c'est-à-dire les Parisiens pure souche ne supportent plus la présence d'un bar, la présence d'un restaurant, même la présence d'un supermarché. Vous avez une pétition qui tourne parce que vous comprenez, s'ils ouvrent tôt et qu'ils arrivent avec des palettes dans la rue, ça va faire du bruit. Il faudrait quand même pas que Mireille se réveille. Et ça, c'est vrai que c'est quand même Augustin est marin. On est totalement sur la discrimination de prénom ce matin. C'est gratuit, ça n'a aucun sens. Frédéric Fougeras, c'est vrai que les lieux mythiques, notamment à Paris, ont maintenant l'habitude de devenir ou des endroits à la mode un peu vulgaires, ou des endroits qui disparaissent dans une indifférence crasse. Oui, mais c'est le principe même de la vie qui est souvent remis en cause. Moi, je suis parisien, donc je suis le premier concerné. Je vois beaucoup de polémiques, par exemple, sur les horaires de fermeture des restaurants. Où je ne sais pas si vous le savez, si nos auditeurs le savent, à Paris, les restaurants, les terrasses doivent fermer à 22h30. Ça veut dire qu'un restaurateur, en fait, il doit recevoir ses derniers clients vers 19h30, 20h, parce que s'il les a pas foutus dehors à 22h30, il a 135 € d'amende. Il y a des gens qui les cumulent tous les jours. Il y a un moment, si je décide d'habiter au-dessus d'un restaurant, oui, a priori, il y aura un peu d'animation et il y aura un peu de bruit. Je dis pas que le bruit n'est pas un problème, et c'est un vrai problème dans nos sociétés. Dans les sociétés asiatiques, il y a une culture du bruit qui est très différente. On respecte le silence. Nous, on respecte le calme. Nous, on est moins dans cette culture-là. Mais il y a un moment aussi, il faut choisir. Faut aller habiter au milieu de la campagne si on veut pas de bruit. C'est ça, exactement. Mais je profite juste d'une chose, c'est puisqu'on a cité Anatole Delaforge, le nom de la rue, et je ne connaissais pas ce monsieur, du coup, je suis allé vérifier. Pour notre culture, c'est un ancien journaliste et homme politique. Voilà, au moins. Donc un homme politique. Si on ne connaît pas le nom de cette rue, au moins on connaît. Si on ne sait pas où est cette rue, au moins on sait qui est Anatole Laforge. Pour qui elle a été Je partage parfaitement tout ce qui a été dit, notamment par Arnaud. Et je terminerai juste par une petite question. Paris est-il encore une fête? C'était l'expression consacrée. On peut encore se poser la question. Et puisque vous avez la parole, mon cher Mehdi, gardez-là le coup de cœur aussi. Décidément, nous sommes dans un élan positif pour Tech-Ter. C'est une entreprise d'innovation quand l'innovation de la technologie va se mettre au service de l'armée. Oui, alors c'est un événement qui a été organisé par le commandement du combat futur. Donc c'est l'armée de terre française, et on est bien dans un environnement chrysogène au niveau international, on le voit bien. Et donc l'objectif, c'était de faire en sorte que les tacticiens et les techniciens de l'armée, c'est-à-dire des industriels, des ETI, des TPE, qui sont en capacité d'innover beaucoup, rencontrent les personnes sur le terrain, c'est-à-dire à l'armée de terre, et qu'il y ait une innovation technologique sur ce sujet-là. Donc c'est pas juste l'état-major français, ça a été impulsé par le colonel général Baratz, c'est pas juste l'état-major français qui prend des décisions, qui va acheter du matériel. Non, là, il y a véritablement une innovation qui se fait par le bas. Ça ressemblerait beaucoup, si je dois faire une analogie, avec le Kaizen dans le toyotisme. C'est-à-dire que le militaire lui-même peut prendre en considération certaines... Il connaît mieux le terrain que tout le monde. Il peut être en capacité de dire, écoutez, moi j'ai tel besoin à ce niveau-là. Et donc, il y a une totale synergie qui est créée. Et ce type d'événement Tech-Ter, c'était la première édition hier, j'ai été invité et j'ai trouvé ça fascinant. Il y a plein de petites entreprises ou de TPE qui font un travail formidable sur l'intelligence artificielle pour améliorer la vie du combattant, pour essayer d'améliorer sans cesse, pour faire en sorte que la capacité militaire française de l'armée de terre soit efficace sur le terrain. Et je prends un exemple très concret, ça m'a fasciné. Sur les drones, on parle beaucoup des drones. Donc on a été notamment avec la guerre en Ukraine, la dronisation des combats qui a totalement fait basculer. Et justement, ils partent du terrain d'action de l'Ukraine. Ils se disent, mais effectivement, la technologie est en train de changer la tactique. Donc nous, armée française, on doit s'adapter à tout ça. C'est aussi une question de souveraineté nationale. Et en allant au salon du Bourget, on avait vu qu'il y avait beaucoup de drones, des énormes drones. Et là, on voit, il y a plein de petites technologies. Il y a une entreprise française qui a conçu un drone qui coûte environ 40-50 000 euros. Et le seul moyen de contre-mesure efficace pour lutter contre ce drone-là, c'est un missile à 1 million d'euros. Vous imaginez l'avantage technologique que ça peut être sur le terrain. Donc c'est un événement formidable. Il faut absolument le mettre en avant parce que l'armée de terre, on n'en parle peut-être pas assez, mais là c'est ce qu'il faut faire. Ça permet l'innovation, c'est aussi l'esprit pionnier, c'est-à-dire faire valoir le travail des soldats, pas juste la tactique. Donc c'était absolument mettre en avant. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus, en tout cas dans l'actualité, cette nécessité de faire venir la société civile à l'armée, que l'armée aille vers la société civile. En tout cas, le ministre des Armées et de la Défense, Sébastien Lecornu, est beaucoup dans cette dynamique-là. Il était au Bourget, c'est le premier à annoncer des partenariats. C'est vrai que Patrick Vignal, en un mot, que le fait que la technologie puisse se mettre aussi au service de l'armée, quand on voit l'évolution des conflits dans le monde, c'est fondamental. Vous savez, regardez, l'intelligence artificielle, elle va révolutionner la santé, l'économie et la militarisation. Et franchement,
Sébastien Lecornu est un très bon ministre. Il fait pas beaucoup de bruit, il fait pas beaucoup de déclarations, mais je pense qu'il a compris, et c'est vrai que on aura un vrai débat sur effectivement l'arrivée des drones aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc la révolution avec l'IA aussi va compter aujourd'hui sur nos armées. Et on aura l'occasion de reparler et du président de la République et du ministre des Armées avec ce débat sur le potentiel retour d'un service militaire. Comment, sous quelle forme? Est-ce que juste l'idée est quelque chose que vous saluez au 0826 300 300? Et autour de cette table, et je vous l'annonce, il y a un petit sujet qui vient de tomber, ça rejoint notre discussion. Figurez-vous que la ville des Sables-d'Olonne a décidé d'expulser des plages les fameux vendeurs ambulants. Vous savez, les vendeurs de beignets, de glace. Est-ce que là aussi, chouchou, on peut plus bronzer au bruit des chouchous, chocolat, vanille, c'est fini, c'est une décision des Sables-d'Olonne. On va en discuter si aussi vous saluez cette décision, parce qu'on ne pouvait plus de ces bruits insupportables sur la plage. Vous êtes un Parisien qui veut du silence, vous le saluez, vous pouvez nous appeler, ou au contraire, c'est le règne de la tranquillité. C'est peut-être la même dame que la rue Anatole de la Forge. Bien sûr, on va se renseigner, c'est une enquête qu'on va mener. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous avez raison de l'être. Il est 10h58, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Avant de plonger dans l'actualité, notamment le sujet qui n'arrête pas de nous faire réagir autour de la table, les Sables-d'Olonne qui ont décidé d'expulser les vendeurs itinérants. Vous savez, sur la plage, ils vous vendaient des glaces, parfois des revues, parfois des beignets. Et donc, c'est les commerçants, vous savez, du Remblai, donc de ce long trajet en pierre le long de la plage, qui ont dit « Oui, mais en fait, c'est de la concurrence déloyale, c'est pas bien, on n'est pas content. » Et tout ça va certainement finir devant le tribunal. Avec quand même une petite anecdote sur ça, c'est que c'est la police municipale qui va être chargée d'expulser les marchands itinérants. Je pense qu'il faut faire un tour du côté des Sables-d'Olonne cet été. On a l'occasion d'avoir 2-3 fous rires. Mais avant ce sujet, la suite des coups de cœur et des coups de gueule, je me tourne vers vous, Frédéric Fougera, pour le coup de gueule contre l'INSEE. On en a parlé sur cette antenne, qui a publié une étude concernant les logements qui seraient en France trop sous-occupés. Je cite. Alors je sais que le sujet a déjà été évoqué ici et commenté. Alors c'est pas un coup de gueule contre l'INSEE, mais je veux quand même parler de l'INSEE qui prétend qu'une partie des ménages français vivraient dans des logements largement sous-occupés, donc comprendre trop grand. Et je veux pas débattre ici de l'arbitraire de cette appréciation et de l'atteinte à la liberté de propriété dont elle serait notamment coupable. Ce qui me préoccupe, c'est plutôt l'intention derrière cette information. D'ailleurs, c'est pas une statistique comme est supposé produire l'INSEE, c'est une appréciation politique. En tout cas, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est le rôle de l'INSEE de nous expliquer comment vivre? Personnellement, je ne crois pas. Ce qui me préoccupe, c'est aussi que cette information arrive dans un agenda politique où de petites et de grosses voix interviennent sur le sujet. Par exemple, le Bureau européen de l'environnement, comme la chercheuse Pia Mahmoud, prône l'idée de limiter le nombre de mètres carrés par personne et par logement pour réduire leur impact carbone. Alors, quand certains parlent de Khmer vert, j'ai le sentiment quand même qu'on s'en rapproche, quoi. Non pas que la question de l'écologie ne soit pas essentielle, mais la manipulation et l'arbitraire qui se cache derrière cette vision politique, je la vois pleine de biais cognitifs. Un biais de cadrage qui présente le supposé surplus comme un abus, un biais d'ancrage qui voudrait imposer la norme comme une évidence, un biais de jugement en évoquant le mal logement pour choquer et pour appeler à l'émotion plutôt qu'à la réflexion. Ouais. Et puis enfin, un biais de faux consensus pour faire croire que c'est moral et donc obliger les esprits à se soumettre à un nouvel ordre moral. Voilà. Pour moi, nous ne sommes pas dans une confrontation de chiffres, ce qui est supposé produire l'INSEE, mais plutôt dans une guerre de récits. On cherche à atteindre la liberté de l'individu au prétexte de créer des droits collectifs et on désigne de faux coupables pour créer des victimes et puis pour demain attendre qu'elles se rebellent. Tout ceci ressemble pour moi à une manipulation pour fabriquer l'illusion d'un faux consensus. Je m'interroge et je trouve ça très inquiétant. Et vous disiez en introduction de votre coup de gueule, c'est pas typiquement contre l'INSEE, mais moi j'ai eu envie de passer un coup de gueule contre l'INSEE qui produit ce genre d'études. On est dans un moment où on n'arrête pas de s'interroger sur les grandes agences, aussi importantes qu'elles soient, sur parfois la qualité, la pertinence de leurs études. Est-ce que c'est le rôle de l'INSEE de passer des mois de recherche, je vous pose la question, pour nous dire, alors en fait il y a un retraité qui a payé sa maison il y a des années, qui a grandi avec ses enfants, qui maintenant sont plus là, et donc c'est un peu scandaleux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick Vignal, ancien député Renaissance? C'est quand qu'on va arrêter d'emmerder les Français. Ça suffit maintenant. On nous dit comment vivre, comment on doit manger. Moi, je suis pas fumeur, hein. J'ai pas de souci avec ça. Mais enfin, on marche chez les fous. On est dans un pays où c'est chacun pour soi, ou sauf qui peut. Et ce que vous avez dit, cher monsieur, c'est le débat que j'ai eu. Moi, je me rappelle d'une retraitée, une femme seule, dans un logement social. Elle avait 2 chambres et on lui dit, il faut que tu dégages et vives dans un studio. Elle a toute sa famille
fini son histoire cet appartement. Franchement, je le dis, arrêtons d'emmerder les Français. Arnaud Stéphane. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est l'appartement collectif, quoi. C'est on va revenir aux bonnes années de l'Union soviétique. Camarade, il faut que tu laisses de la place. Il y a la famille Prudensky qui va venir s'installer avec toi. Non, c'est ça. C'est l'appartement collectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Vous occupez trop d'espace, donc vous allez libérer de l'espace pour des jeunes, des sans-papiers, ou des gens qui rentrent dans la vie active. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Où un organe public, une fois plus aussi respectable que l'INSEE, juge de ce qu'est un confort habitable de façon statistique. Moi, je comprends aussi bien la personne à plusieurs qui ont envie de vivre dans un certain nombre de mètres carrés raisonnable, comme celui qui a les moyens et qui a envie d'habiter une grande villa de 400 mètres carrés. La formule même, il a quand même payé avec son argent, il a payé des impôts, des taxes foncières. Voilà, s'il veut avoir sa maison avec 4 chambres, il a le droit quand même. Oui, et s'il veut aller du salon à la salle de bain en trottinette électrique, il peut y aller. Manger des chouchous sur la plage, il fait ce qu'il veut. Un peu de vie. Mais direct pour ce sujet. Pour moi, c'est du communiste. Pas communiste. Non, pas du tout. Non, je suis libéral plutôt, du coup, c'est compliqué. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est qu'il y a une injonction morale derrière. Il y a presque culpabilisante. C'est-à-dire que derrière le chiffre, il y a une réalité humaine. On parle de personnes qui ont payé leur maison, qui ont fait vivre leurs enfants dedans. Il y a aussi un attachement affectif, au bien qu'on a vécu dedans. Et finalement, les chiffres de l'INSEE vous dit foncièrement, en fait, vous n'avez plus besoin de vivre dedans, il faut faire vivre d'autres personnes dedans. Moi, je trouve ça culpabilisant, je trouve ça très moralisateur. Et l'idée derrière, elle est quand même assez perturbante, parce que c'est une moralisation du débat public sur un sujet du logement qui ne doit pas l'être. Mais surtout, il y a du concept derrière. Parce qu'il y a quand même des gens qui se sont penchés sur le mètre carré habitable. Donc, c'est ça, en fait. Donc il y a quand même quelqu'un qui a conceptualisé ça. Voilà, c'est ça qui est génial. Et puis, on est quand même dans une démarche hyper postmoderne. Parce que c'est plus votre vélo, c'est le vélo collectif, puisque c'est le Vélib. C'est plus votre voiture, c'est la voiture collective. C'est plus votre résidence secondaire. D'être propriétaire, de plus être propriétaire, en fait. Pas de maison, pas de voiture, pas de vélo. Vous avez vu autour de la table les dernières études régulières sur la fin du petit bout de terrain. C'était le but d'une génération pendant un temps. On disait enfin on va gagner notre vie, le petit lopin de terre et la fameuse maison individuelle. Et de plus en plus, la classe moyenne n'a plus du tout envie de ça, malheureusement. Frédéric Fougera. Dans le même raisonnement, en fait, on ne tient pas compte de la nuance d'une personne qui, pour un même budget, va choisir par exemple d'habiter en banlieue ou en grande banlieue pour disposer d'un espace plus important, mais au prix de 1 heure ou 2 heures de transport en commun, ou une autre personne, ou la même personne avec le même budget qui va préférer habiter dans l'hypercentre, mais du coup dans un logement beaucoup plus petit, mais avec d'autres avantages. Tout ça, on n'en tient pas compte. On veut décider. Une personne qui n'a été mandatée, qui n'a aucune légitimité mandatée par personne, décide du nombre de mètres carrés dans lequel vous devez habiter, quelles que soient les conditions, quel que soit le contexte, quelle que soit votre vie, quels que soient les efforts, quelle que soit la richesse que vous produisez, l'effort que vous faites pour gagner votre vie ou pas. On est limite sur le totalitarisme dans la définition d'Hannah Arendt quand même. C'est-à-dire qu'on en est à... on va t'imposer ou tu dois vivre. On va imposer non plus un système idéologique, mais une application de cette idéologie dans la vie de tous les jours qui va prendre le pas sur tout le reste. Il faut lire l'enquête, parce que les mots utilisés, c'est vraiment ce qu'Orwell appelait la novlangue. C'est-à-dire que vous avez des logements d'un taux d'occupation pas suffisamment exploité. C'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement pseudo-scientifique. Oui, c'est vraiment ça. C'est de la pseudo-science. Patrick Vignal, je me tourne vers vous pour le coup de cœur. On termine sur une note positive. C'est une jeune championne de duathlon originaire de l'Hérault. Écoutez, un parcours exceptionnel de Camille Laurent, 23 ans, champion du monde de duathlon, c'est-à-dire vélo et course à pied. Et ce que je trouve magique, elle a le bac mention très bien. Elle pourrait faire des études supérieures. Vous savez ce qu'elle fait à Marcia, qui est une magnifique ville de 8000 habitants. Elle a passé un CAP de pâtisserie. Génial. Et je peux vous dire, chers messieurs, si vous venez chez moi entre un vin rouget exceptionnel et la pâtisserie de Camille, et là où je suis un petit peu en colère, c'est que cette gamine, c'est un espoir. Mais il n'y a pas de partenaire. Parce que les grands sponsors, ils attendent qu'elle ait la médaille et qu'elle soit très reconnue pour venir taper. Donc je l'annonce ce matin, elle s'appelle Camille Laurent, elle est exceptionnelle et son entraîneur, c'est un professeur d'EPS à la retraite qui finance lui-même les déplacements. Et là, on a une jeunesse extraordinaire, exceptionnelle. Mais j'irai voir ma copine AOC, Amélie Oudéa-Castéra, qui est la patronne de CNOSF, et je suis sûr... Sud Radio est écouté dans le monde entier. Je suis certain que Amélie
aura une oreille attentive pour ma petite Camille, qui est exceptionnelle. Mais j'en suis certain, surtout qu'elle a toujours eu un don pour trouver de l'argent, parfois là où il n'y en avait pas. Donc je suis certain qu'elle fera ce geste-là. C'est vrai que là, on voit vraiment plus le passage entre les générations, c'est extraordinaire. Ce prof de PS à la retraite qui forme la nouvelle championne de duathlon, c'est fantastique. C'est exactement ça. Je suis allé boire un café avec deux. Le gars est à la retraite, il n'a pas une grosse somme et il a pris cette petite sous son aile et elle est extraordinaire. C'est génial parce que elle est aussi hors cadre fédéral. D'ailleurs, mais oui, elle s'entraîne seule. Mais ouais, donc c'est génial. Encore une fois la DTN. C'est qu'elle a ouvert un laboratoire dans son garage. Enfin, moi, ce qui m'a plu, je veux dire, elle est brillante intellectuellement. Elle est capable d'allier l'excellence de la main et l'excellence du cerveau. C'est ça qui m'a fait rêver. L'excellence de Malin, l'excellence de Malin. Est-ce que vous savez ce que c'est l'excellence de Malin? On va y réfléchir. Peut-être que les gens de l'INSEE vont nous faire une note là-dessus. Ne donnez pas non plus de trop mauvaises idées, Arnaud Stéphane, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Mais tiens, peut-être que l'étude de l'INSEE a été financée par Nicolas. Vous savez, Nicolas qui paie tout. Nicolas qui paie le gaspillage d'argent public, les retraites, le trop d'impôts, le surplus. Bref, Nicolas paie, mais Nicolas paie trop. Nicolas en a marre. Il estime que le contrat social est au bord de la rupture en France. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous vous sentez solidaire de ce mouvement qui est en train de déferler sur les réseaux sociaux? Et pas que, les politiques commencent à regarder ce petit mouvement d'un œil inquiet. Vous voulez participer à la conversation et voilà, nous donner votre avis, mais également sur les réseaux sociaux. On attend vos commentaires, votre avis, 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio et comme l'a dit Patrick Vignal, vous ne pouvez pas faire autre chose que l'écouter parce qu'elle est écoutée partout dans le monde. Et vous avez bien raison. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Ah, ça y est, les débats sont partout. À partir de combien on est riche? Est-ce qu'on doit être propriétaire en France? Est-ce qu'on doit plus l'être? Est-ce que la France mérite Nicolas? Alors là, on est partout. Est-ce que Nicolas finance Amélie Oudéas Castéra? C'est-à-dire que là, vraiment, on est parti dans tous les sens. Mais c'est un sujet de fond parce que c'est un conte qui explique en réalité de façon quotidienne, et c'est peut-être ça le sujet. Il y a partout des exemples dans la presse locale, régionale, d'exemples qui montrent que peut-être que les Français en ont marre et ne vont plus être consentants à l'impôt très très longtemps, et qu'il y a une rupture en réalité du contrat social. On le voit très régulièrement avec la question des retraites, on le voit avec la question du budget, et en réalité c'est un compte qui pourrait être l'illustration de ces jeunes actifs en ras-le-bol fiscal. Et je vais vous donner un chiffre pour lancer le débat. C'est vrai que ça fait cette génération en tout cas de jeunes actifs, on va dire entre 30 et 40 ans, c'est 15 ans où les revenus des actifs sont en quasi-stagnation. Ils ont connu quoi? La crise financière de 2008, ils ont connu la crise de la zone euro, ils ont connu la crise Covid. Bref, aucune génération en réalité n'a connu autant de crises de façon successive. Est-ce que vous comprenez ce mouvement? Est-ce que indirectement dans ce studio, vous êtes Nicolas Quipet, Arnaud Stéphane, Patrick Vignal, Frédéric Fougera? Et bien sûr, Mehdi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est ma génération. Donc t'es aussi de cette génération. Ah oui. Donc oui, il y a ce sentiment-là, mais c'est comment dire, il y a un sentiment général il y a trop plein normatifs. On paie trop, on comprend pas ce qui se passe, c'est toujours inefficace. On a combien? 56% de dépenses publiques? 58. On a 110% d'endettement, je crois, sur le PIB. Tous les services publics sont à l'os. Plus rien ne fonctionne, on a l'impression. Donc il y a un sentiment à la fois de lassitude. On peut aussi parler du trop-plein normatif, parce que la loi, ça coûte cher, ça paraît pas, parce qu'il faut la mettre en application. Et donc quand on est jeune, on se dit, mais finalement, tous les retraités, la fameuse classe des boomers, a eu le droit à toute cette chance dans la vie. Et quand on a 30, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, eh ben on se dit, en fait, on est passé à côté de tout ça, on n'aura pas cette opportunité-là. Donc le côté Nicolas Quipet, il peut se comprendre parce que c'est un ras-le-bol, c'est une lassitude, mais c'est aussi, et moi c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que le politique ne semble pas prendre en considération cet effet-là. C'est que cette jeunesse-là, elle se sent particulièrement oubliée sur la question des retraites, qui est une question de fond. Moi, je suis, à titre personnel, je pense pas avoir de retraite plus tard. Mais c'est d'ailleurs un sondage terrible dans ce. En relation avec ça. Et le Figaro Magazine décide justement de mettre ce sujet en une, et dans ses pages, il y a un chiffre terrifiant. Il y a un jeune sur 6 aujourd'hui qui estime que plus tard, il n'aura pas de retraite. On est quand même en France, soi-disant 7e puissance du monde. Je rappelle que sur les comptes et les réseaux sociaux Sud Radio, notamment impôts, retraite, dépenses publiques, gaspillage, êtes-vous Nicolas Quipet? Oui, à 90%, avec notamment des commentaires, je pense à Carla qui dit, moi j'étais Nicolas Quipet, mais j'ai décidé de partir. Ok pour
la fraternité, ok pour la solidarité, mais c'est certainement plus en ayant une telle différence entre le salaire net et le salaire brut. Plus certainement entre un système qui ne fonctionne plus. Il est hors de question que je participe à ça. J'ai décidé de m'en aller. C'est ça qu'on provoque aujourd'hui en France. Il y a un vrai débat, ce que dit Mehdi. En fait, il y a une défiance envers la classe politique, notamment sur la natalité. Vous savez, moi, j'ai eu des assistantes parlementaires qui avaient une trentaine d'années qui me disaient « Je veux pas faire d'enfants parce que j'ai peur que la planète brûle et je n'aurai pas de retraite. » Donc, on a un vrai débat sur une défiance politique, c'est le premier point. Mais moi, je voudrais dire quand même, parce que vous savez que j'ai la parole libre, on a fait 1000 milliards de dettes sous les quinquennats d'Emmanuel Macron, mais je vais vous rappeler que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 2007, on a fait 600 milliards. Et François Hollande, 400 milliards. Vous savez, je vais vous dire, c'est du symbole, la politique. Moi, j'ai pas de problème, je paie beaucoup d'impôts. Mais je pense que si on veut clarifier un petit peu et donner de l'espoir à des jeunes comme Mehdi, de nous faire des gamins, parce qu'il y en a besoin pour payer nos retraites à nous les vieux, il faut avoir un autre discours. Et il faut que ça démarre, je vais vous dire, il faut que ça démarre par toutes les classes sociales. Il faut faire des économies sur l'Élysée, sur l'Assemblée, sur le Sénat, sur les 400 agences. Là où vous avez raison, c'est que actuellement, quand on parle partout d'économie et que je vois des personnalités comme Pierre Moscovici venir nous expliquer que tous les Français vont devoir faire des efforts, il y a quelque chose d'insupportable. Les politiques peuvent pas. La commission de la Cour des comptes. Non, mais c'est bien pour ça. Ils peuvent pas faire le tour des plateaux. Ça a souvent des airs de démagogie, mais il y a un moment un principe de réalité. Vous parliez de symbole. Vous pouvez pas demander en permanence à ceux qui triment de faire des efforts, de se serrer la ceinture quand vous voyez que derrière il y a des dépenses considérables. Je vais vous donner un exemple pour finir. Vous regardez, il y a eu la crise Covid. On a aidé toutes les entreprises. C'est quand même 500 milliards. Moi, je me suis battu, je suis chef d'entreprise sportive, pour que les clubs sportifs qui ferment soient aidés, les restaurants, 500 milliards. Bien sûr. On est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, il y a besoin, pendant 2-3 ans, de demander à ceux qui ont beaucoup, pas à ceux qui gagnent 2000 €. Je trouve scandaleux de demander à un smicard 50 centimes sur une boîte de médicaments. Il n'a pas les moyens. Par contre, ceux qui ont vraiment les moyens, et parce qu'ils gagnent 4000 €, ceux qui ont fait des fortunes, on pourrait leur demander exceptionnellement. Mais ça, c'est la comme France. Chaque année. Mais vous savez comment c'est la France? Exceptionnel, ça devient. Ça devait être exceptionnel. Voilà, et ça devient une réalité. Et je pense qu'il y aurait des choses à faire. Mais le symbole, c'est commencer par l'État. Frédéric Fougera, présidente Tenkan Paris, justement, une agence de communication. Vous, sur les symboles et la politique, quand vous voyez Nicolas Quipet, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne communication? Apparemment, oui, parce que tout le monde en parle. Alors, assurément, c'est un très bon coup de com'. Mais pour commencer, je voudrais revenir sur la mauvaise com' de tous ces élus, de tous ces responsables publics qui viennent justement expliquer que tout le monde devrait mettre la main à la poche ou tout le monde devrait faire des économies. Non, ce sont eux, les responsables publics et politiques, qui devraient chacun se demander comment je vais mieux gérer mon périmètre pour qu'il coûte moins cher et pour que j'ai à moins solliciter la taxe ou l'impôt. Mais rappelez-vous, le ministre des Comptes publics, il y a un mois dans le JDD, qui dit, je le dis clairement, les comptes n'y sont pas. Parce qu'il y avait un engagement quand même préalable à cette soi-disant politique d'austérité, c'était de dire tous les ministères vont devoir revoir un peu leur tambouille interne pour faire des économies. Ministre des Comptes publics qui dit, le compte n'y est pas il y a un mois, je crois que le compte n'y est toujours pas. Donc vous avez raison, l'exemple d'abord. Mais c'est même pas l'exemple d'abord, c'est l'exemple seulement. Oui, bien sûr. On est dans un pays qui est tellement taxé qu'il y a un moment, la solution magique de toujours rajouter une taxe ou de toujours rajouter un impôt, à un moment c'est plus possible, quoi. Et sur le Nicolas Quipet, oui, je me sens aussi relativement Nicolas. Je rappelle que Je suis Nicolas, ça a été lancé pour représenter les contribuables qui paient pour les autres et donc pour exprimer un ras-le-bol fiscal. Donc je suis pas certain que ce soit seulement une question de génération. Je pense que ça concerne tous ceux qui payent, et tous ceux qui payent finalement sont pas si nombreux. Pour faire le lien avec la communication, il y a quand même un langage magique dans la communication politique, c'est la justice fiscale. Derrière la justice fiscale, en fait, on doit s'écraser, il n'y a pas d'argument pour contrer cet argument de justice fiscale, puisque c'est de la justice fiscale, tout le monde doit se taire et tout le monde doit payer. Mais la justice, c'est quoi? La justice, c'est l'équité. Et en France, il n'y a pas d'équité fiscale, il y a plutôt du racket fiscal. Sur les chiffres établis sur l'année 2023, les derniers, il y avait 80 milliards d'euros d'impôts sur le revenu, c'est-à-dire 10 milliards de plus que 10 ans avant, ce qui déjà 10% des Français qui en payent 70% de cette somme. Donc exactement, et c'est soit 10% des Français qui payent 75% de cette somme, et seulement 45% des Français contre 50 ans avant qui payent. Donc il n'y a pas de la justice fiscale, ça c'est du pipeau. Et donc plus personne n'accepte d'entendre cette idée de justice fiscale. Aujourd'hui, on est dans le racket fiscal, et s'il doit y avoir la justice qui doit se mettre en place, là peut-être qu'enfin on aurait une autre relation à l'impôt. Et ça suppose que chacun contribue selon ses moyens. Donc oui, je gagne beaucoup d'argent, je paye plus que mon voisin qui en gagne moins, mais tout le monde paye. Partons et j'ai pas l'impression de payer pour les autres. Du standard 0826 300 300. Bonjour Linda.
Bonjour à tous. Vous faites partie, vous, de la classe moyenne, vous nous écoutez, vous êtes du côté de Pau et vous nous dites, mais oui, je fais partie des gens qui payent pour tout le monde. Exactement, et il y en a marre. Il y en a marre, surtout quand on entend des politiques qui s'augmentent de 700 €, qui ne font absolument aucune économie, qui ne parlent jamais justement de faire des économies là où ils devraient les faire. Quand on a des politiques qui, quand ils sont en arrêt maladie, continuent à toucher leur salaire pleinement et à vous, on va vous dire, vous êtes malade, vous allez être moins remboursé. Certains traitements ne sont pas disponibles parce qu'ils sont trop chers. Enfin bref. Tout ça et j'en passe. Mais je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, Linda ? Je travaille dans la santé, justement. Oui, et justement, vous avez l'impression au quotidien, à chaque fois que vous regardez l'info, vous écoutez Sud Radio, vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous allez être la nouvelle vache à traire quand on va devoir faire des efforts. Oui, et c'est insupportable. Je vous cache pas que de toute façon, dans notre tranche d'âge, au-delà de 40, mais je pense que c'est pareil pour les trentenaires et les jeunes, on a tous envie de partir. On se voit pas finir en France. Quitter la France, vous voulez dire ? Ah oui, tout à fait. On voit que la France part en lambeaux, personne ne fait rien. Les Français, je trouve, ne sont pas assez proactifs là-dessus. Je pense que je serais la première à sortir s'il le fallait, mais avec quelque chose de bien, de structuré. Pour manifester ou pour faire une petite révolte, montrer l'agacement. Oui, bloquer, ne plus payer ses impôts, je sais pas, faire un mouvement vraiment concret pour que les gens comprennent que le système repose sur très peu de personnes, et ces personnes-là sont aujourd'hui fatiguées. Tous ceux qui travaillent en libéral, tout ça, vous le disent, on n'en peut plus, l'URSSAF, c'est devenu le diable. Tout le monde a peur de l'URSSAF. Je pense qu'il y en a qui en font des cauchemars. C'est plus possible. C'est plus possible. Et Linda, est-ce que je peux vous demander, vous, quand vous regardez un peu autour, vous évoquiez l'idée de partir de la France, quel pays aurait votre faveur ? Ce serait quoi ? Partir un peu en Espagne, en Italie ? Ce serait dans quel coin ? C'est ça, Espagne, Italie, parce qu'en Italie, ils ont réussi vraiment à se sortir d'une crise économique. Enfin, se sortir, on peut pas vraiment dire qu'ils s'en sont sortis aujourd'hui, mais en tous les cas, il y a du mieux. Comme quoi, on a beaucoup critiqué Madame Meloni, mais au final, il y a eu du. On peut critiquer, on aime ou on n'aime pas. Mais en tous les cas, ça a quand même bougé, ce qui veut quand même dire que si on veut faire des choses, on peut. Voilà, on peut redresser un pays, seulement aujourd'hui il n'y a pas la volonté en France. Donc oui, ça serait plus des pays Espagne, Portugal, Italie, Luxembourg, Suisse, ce genre de pays, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir appelé au standard au 0826 300 300 et d'avoir fait part de votre témoignage, Linda, avec cette idée qui quand même commence à s'installer dans beaucoup de têtes françaises, à savoir il faut partir, peut-être quitter le pays sur après on va dire 40 ans à trimer, à payer en France, parce que peut-être qu'il y aura la Dolce Vita un peu ailleurs. C'est un sujet qui vous passionne. On y revient dans quelques instants. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris et auteur de Anthologie de la Com, et Mehdi Reich, analyste politique. On y revient dans quelques instants. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Il y a une bonne ambiance dans le studio, ça je peux vous le dire. Et on était tous en train de débriefer le coup de fil de Linda qui nous disait, et qui, je crois, mettait le doigt sur une réalité un peu terrible de notre pays, à savoir que de plus en plus de Français, et certainement de gens qui nous écoutent, se disent, mais en fait c'est très sympathique la France, je dis pas qu'il n'y a pas des avantages, mais tout doucement la fin de vie, hop, on déploie la carte, et puis on va regarder ce qui se fait du côté de l'Espagne et de l'Italie, parce que la Dolce Vita peut-être nous appelle passé 40 ans. Arnaud Stéphane, comment vous avez trouvé l'auditrice, vous, la réalité qu'elle touche du doigt ? Nicolas Quipé. Mais on se souvient tout d'un coup, ça remonte quand on entend des témoignages comme ça, on remonte les ouvrages de Pierre Vermeuren sur la France qui déclasse. Bien sûr. Sur les limites de la métropolisation, ou ce livre dont j'ai oublié le nom des auteurs qui s'appelait La France des Invisibles. C'est-à-dire tous ces gens qui vivent... tous ces gens, Christophe Guilluy. Non, La France des Invisibles, c'était sur les gens qui vivaient en milieu rural, qui ne bénéficient pas de l'accès à la culture, qui ne bénéficient pas facilement de... Stéphane Beau, c'était l'auteur de La France des Invisibles. Et donc ces gens qui renoncent à faire des études, parce que c'est pas pour nous les études. Voilà. Toute cette France qui bosse, toute cette France qui vit dans quasiment la misère sociale et culturelle, ces gens-là sont aussi des Nicolas. Bien sûr. C'est-à-dire que eux, ils douillent et ils ont ni les services qui correspondent. On leur refuse l'accès à la culture. Après, on va pleurer en faisant des milliards de dépenses sur les politiques de la ville. Les gens qui habitent dans la politique de la ville, ils sont à une demi-heure du musée du Louvre.
D'accord ? Quand vous habitez au fin fond de la Creuse ou dans l'Ardèche, c'est quoi le musée ? C'est quoi l'accès à la culture ? C'est quoi l'accès aux universités ? Je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même ces gens payent et la tentation de partir à l'étranger. Vous savez, dans l'histoire, les Français c'est ceux qui se sont le moins exportés. Voilà, ils se sont les moins exportés. Pourquoi ? Parce qu'on avait la stabilité, parce qu'il y avait à bouffer et finalement, on bougeait pas trop de son coin. Le seul moment où on bougeait de son coin, on va en reparler, c'était le service militaire. On en reparle dans quelques instants. Le seul moment où on quittait là où on habitait, c'est le service militaire. Les Français, en plusieurs siècles, ils ont bougé de quelques kilomètres. Voilà. Ils sont très attachés à leur truc. Ils en peuvent plus. Et je comprends ce que dit Linda. Mehdi, sur ça et sur Linda qui nous disait franchement je paye pour tout le monde, j'en ai ras-le-bol, donc le départ il commence à se faire sentir. Ouais, mais ce que décrit Linda ou ce que tu décris Arnaud, c'est la fracture géographique. On est en plein dedans. Mais il y a aussi une dimension, en fait, on voit la différence qu'il y a entre la technocratie et le reste de la population. On voit cet écart entre le réel. Enfin, il y a vraiment un rapport à la réalité qui est totalement différent. Mais il y a aussi une dimension qui, moi, je trouve, n'est pas assez mise en avant. C'est la dimension au niveau européen. C'est que, je vais prendre l'exemple, on en avait parlé une fois ici, j'en ai fait un coup de gueule sur Alexandre Poupinski, qui était un jeune Suisse, enfin un jeune Russe, qui s'est fait sanctionner parce que son père était oligarque. Et au final, il se retrouve... L'Union européenne se retrouve sanctionnée parce qu'en fait elle a beaucoup trop elle a fait en fait la justice n'a strictement servi à rien. Qui va payer les millions d'euros qu'on va devoir... Le contribuable européen. Nicolas Quipé. Oui, c'est ça. Donc en fait, même au niveau européen, ça se retrouve. Donc en fait, mais c'est malheureusement un Nicolas qu'on peut décliner. C'est là où vous avez raison. C'est que Nicolas Quipé, en fait, Nicolas, ça va devenir la nouvelle Martine. C'est-à-dire qu'on avait Martine à la plage, Martine en vacances. Maintenant, on va avoir Nicolas Quipé, Nicolas qui en a marre, Nicolas qui pense à partir, Nicolas qui veut arrêter ses études, Nicolas qui paie plus ses impôts. Ça va devenir une déclinaison un peu affolante, Frédéric Fougera et Patrick Vignal ensuite. Les Anglais l'ont repris à leur compte en l'appelant Nicolas Nick et ils le reprennent à leur compte. Donc, même aux États-Unis. Et je voulais faire un petit commentaire additionnel à l'intervention de notre auditrice Linda, dont je comprends parfaitement le ras-le-bol fiscal. Je le comprends parce que je le partage. Et derrière cette colère et ce souhait de dire, il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de quitter la France. En réalité, une fois qu'on a exprimé cette colère, c'est pas si facile de quitter la France. Oui, et donc, qui peut quitter la France ? Ce sont souvent les étudiants en fin d'études qui partent en stage, qui partent finir leurs études loin, qui partent travailler à l'étranger parfois sans revenir. très loin, et qui restent souvent, pour une partie, à l'étranger sans revenir. Ce qui veut dire que pour le pays, c'est une perte de talent et de ressources qui ne seront plus présents. Et puis, ce sont aussi les contribuables les contribuables les plus importants. Et donc, ceux qui rapportent le plus dans les caisses de l'État et qui finalement vont nous faire défaut aussi. Donc ceux qui peuvent quitter la France, c'est l'avenir et c'est la richesse. Et c'est très très mauvais signe. Un auditeur avec, vous savez, un petit graphique de comment est réparti les 1000 euros de dépenses publiques. Il suffit de regarder en effet cette image pour comprendre que rien ne va. Sur 1000 euros de dépenses publiques, 253 pour les retraites, 201 pour la santé, 107 pour le reste de la protection sociale. Il y a un problème de la répartition publique, Patrick Vignal. Moi, je voudrais dire à Linda, on a besoin d'elle. Elle travaille dans la santé souffre en ce moment. Linda, restez avec nous. Ça sera le hashtag qu'on va lancer sur Sud Radio. Linda, restez avec nous. On a besoin de vous, Linda. On vous aime, Linda. Et en plus, je vais vous dire, Linda, même avec l'application Sud Radio, à l'étranger, en Italie, en Espagne, vous pourrez écouter. Mais le monde entier, Linda, vous écoute. C'est la future Nicolas, Linda. Voilà, c'est le hashtag. Linda reste travailler dans la santé. On parlait de Nicolas. Est-ce que Nicolas va devoir payer en réalité pour le service militaire ou une nouvelle forme de service militaire? C'est en tout cas ce qui semble germer dans l'esprit du président de la République. Le 13 juillet, donc dans 2 jours, à l'hôtel de Brienne, il va faire un discours pour expliquer à quel point la France doit se réarmer pour faire face à la menace. Il y a déjà eu dans ce pays une nouvelle loi de programmation militaire, 413 milliards d'euros. Apparemment, il y aurait besoin de quelques ajouts pour mieux se préparer à l'état du monde. Et dans ça, il y a eu un conseil de la Revue nationale stratégique qui a été publié. Et le président de la République nous indique l'Élysée, je cite, il faut penser à un mécanisme pour que la jeunesse ait l'occasion de servir notamment la défense nationale. Est-ce que une certaine forme, un certain retour du service militaire autour de la table, vous le voyez comme quelque chose
de plutôt positif, ou au contraire, ça y est, la formule est scellée, faut qu'on passe à autre chose? Non, j'ai toujours été partisan de la création d'une garde nationale. Pourquoi? Parce que le service militaire, on est quelques-uns autour de cette table à l'avoir fait. Non, on est quelques-uns, j'ai dit. Guy, t'es pas encore né, ni ses parents peut-être. Quelques-uns à avoir fait T'es pas encore né quand tu étais au service. Le service militaire, il y avait quand même dans le service militaire des choses qui permettaient à des Français de sortir de leur territoire et de rencontrer d'autres Français. Il y avait aussi quelquefois, pour certains, tout d'un coup, on arrivait à savoir où on en était au niveau de l'éducation et de la santé, parce que souvent c'était surprise. Et puis il y avait des gens qui apprenaient des métiers, et puis surtout on prenait un sacré coup de pied aux fesses. Et je peux vous dire que des gens qui faisaient le service militaire déjà pendant un an, ils prenaient leur douche tous les jours, ils ciraient leurs chaussures et ils apprenaient à faire leur lit. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça change. Qu'on appelle une base dans la vie de certains. Ça change tout en vérité. Et que ce refus de l'autorité, ça va, je le ferai plus tard. Il n'y avait pas ça va, je le ferai plus tard à l'armée. Quand il fallait faire les TIG, les travaux d'intérêt généraux, vous ramassiez les trucs toute la journée. Oui, il y avait des trucs absurdes à l'armée. Donc pour vous, aujourd'hui, même face à la nouvelle menace, c'est pas totalement idiot de repenser à... C'est quoi la citoyenneté? Payer l'impôt? Ah oui, ça, oui. Faire son service militaire et voter. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a même pas la moitié des gens qui payent l'impôt. Moi, je vais être clair. Moi, j'ai une belle expérience. Je suis enseignant de judo. Je me retrouve à Auxerre, former les futurs gendarmes sur les sports de combat. J'ai passé une armée extraordinaire. Et ce que tu disais, Arnaud, c'est vrai. Moi, j'ai vu des gens qui arrivaient, qui avaient peur d'être en groupe. On était un casernement de 16. On les formait au sport de combat. J'ai vu des gens qui étaient largués. Mais il y avait des militaires, il y avait des lieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de lieux, il n'y a plus de casernes. Je pense à Montpellier, le AI, ça existe plus. C'est des immeubles. C'est finalement, ils sont emmerdés parce qu'il y a eu des problèmes au ministère de l'Intérieur qui ne payent plus leur loyer. Je sais pas si vous avez vu ça. Je vais vous dire, c'est dur ce que je vais dire, Arnaud. C'est ringard maintenant le service militaire qu'on a connu tous les deux. Par contre, je pourrais être d'accord avec toi. Moi, j'ai fait le tour de France des quartiers difficiles. Les Minguettes à Lyon, Marseille pour ma loi médiation. On a perdu. En fait, on a cette incivilité récurrente. On n'a plus ce rapport avec l'enseignant qui était le hussard de la République, le maire qui était l'enseignant de judo. Dans un restaurant ou dans une boulangerie, le nombre de personnes qui rentrent sans dire bonjour. Bien sûr. C'est hallucinant. Donc, il faut plutôt qu'on soit capable d'avoir une armée de femmes et d'hommes sur le respect de l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut développer. Frédéric. J'enchaîne, j'approuve. Une des vertus du service militaire, c'était certainement pas de créer une armée de chair à canon, c'était vraiment d'apprendre le vivre ensemble et le respect et la fraternité. Ça, on l'a complètement perdu. Maintenant, le recréer aujourd'hui en réinstaurant un service obligatoire, j'y crois pas. C'est adapté? Non, mais j'y crois même pas une seconde. Pour des raisons économiques, pour des raisons organisationnelles, le coût que ça va représenter, l'organisation que ça nécessite. L'universitaire qu'on avait essayé universel, ça a été une catastrophe et ça a coûté un pognon de dingue pour reprendre une expression aussi présidentielle. Si on fait un système de garde nationale avec des périodes de rappel, etc., c'est autre chose, puisque là c'est du volontariat. Par exemple, ça peut permettre à certains de payer leurs études. De réservistes, de gendarmes militaires. La garde nationale, c'est autre chose. J'ajoute un dernier point, c'est que l'armée ne peut pas tout. Je suis d'accord avec ce qui est dit. L'armée peut avoir un rôle social, mais elle n'est pas là pour éduquer les jeunes. Elle apporte quelque chose. Elle peut momentanément former des gens, peut-être même leur trouver une vocation. Ça peut même des fois servir, j'ai pas envie de roue de secours, mais des gens peuvent se dire en fait j'ai envie de faire ça, mais elle ne peut pas résoudre tout. Ça peut pas être une solution miracle qu'on brandit en termes de communication en disant on va regarder tout est en train de se liquéfier dans la société. Le dernier symbole d'un peu d'autorité ou de cadrage, c'est l'armée. Ça peut pas être l'armée qui résout tout à ce niveau. 0826 300. Bonjour Guy. Bonjour. Merci d'appeler Sud Radio. Est-ce que vous avez fait votre service militaire, Guy? Oui. Et donc, est-ce que vous êtes favorable au retour du service militaire, je dis bien, aujourd'hui? Alors, moi, j'observe la société telle qu'elle est maintenant, et je vais vous dire, c'est pour faire un service militaire woke,
c'est pas la peine. Alors, c'est quoi Guy, selon vous, c'est quoi un service militaire woke? Ah, ben écoutez, quand vous êtes dans la rue, que vous voyez les gens marcher, vous vous demandez si c'est des gars, si c'est des filles. J'ai rien contre, c'est la manière de vivre maintenant, c'est pas un problème. Mais bon, le truc, c'est que si il y a besoin d'intervenir sur le terrain, c'est pas avec la fleur au fusil qu'on y va. Vous Guy, alors sans tomber dans le cliché que j'essaye de résumer votre pensée, vous dites en réalité, quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, si demain on doit se préparer à la guerre, la France peut ne pas être sauvée du tout. Et puis il y a surtout un truc, c'est que quand j'ai entendu sur les ondes 2 ou 3 fois des maires qui étaient allés se plaindre quand ils faisaient le service le service là qui a été mis en place pendant le service national universel. Voilà, alors mon petit on l'a repris et c'est pas bien quoi. Mais quand vous êtes là, je vais vous dire si il y a un gradé qui vous dit que vous allez au trou, vous allez au trou et vous devez obéir, vous devez faire ce qu'on vous demande de faire. 3 dont 2. Je pense pas que notre jeunesse soit prête à ça. Voilà. Mais pour vous quand même l'idée, Guy, puisque c'est le sujet, l'idée de mettre en place quelque chose qui ressemblerait, vous y êtes plutôt favorable, de ce que je comprends. Oui, dans l'idée, on n'aurait jamais dû le supprimer. On n'aurait jamais dû le supprimer. C'est que ça donnait quand même, même si moi on peut pas dire que j'ai eu besoin de m'épanouir là-bas, mais bon, j'ai rencontré des gens, c'était sympa. Bon, c'était de la franche camaraderie et quand même un certain rappel pour les règles en communauté qui n'étaient pas désagréables. Exactement, parce que je veux dire, si vous voulez, ça correspond un peu au scoutisme qu'il y avait à l'époque. Voilà, donc le scoutisme et on vous faisait faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Donc voilà quoi. Je pense que si c'est fait sérieusement. Mais je pense pas que ça ira dans ce sens-là. Mais vous savez ce qu'on va faire, Guy, vous allez nous envoyer un dossier à Sud Radio, on va l'envoyer au ministère des Armées, vous ferez partie des encadrants. Si jamais il y a quelque chose qui se montre, Guy, je pense que c'est une très bonne idée. Et après Nicolas, Linda, Guy maintenant. Hashtag Guy. C'est Sud Radio, on rassemble la France, messieurs. Et c'est pas une petite mission. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Restez sur Sud Radio, on revient dans quelques instants pour poursuivre ce débat et notamment de parler vous savez, vous êtes peut-être habitué sur la plage, notamment si vous êtes du côté des Sables-d'Olonne, à avoir des petits beignets, des petites glaces qui défilent. C'est fini, mesdames, messieurs. C'est de la concurrence déloyale. Mort aux marchands. Apparemment, c'est ça le projet. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Là, on va partir du côté, puisque certains d'entre vous sont peut-être en vacances là-bas, sur la plage, en train de faire une petite balade. Et là, ils vont se dire, tiens, puisqu'on est avec nos enfants, est-ce qu'on se grillerait une clope? Ah non, c'est fini ça sur les plages. Et si on se prenait une glace? Mais non, c'est fini aussi les glaces. Et puis les beignets, c'est fini aussi parce que, et les chouchounets, tout ce qui était transporté par ces marchands itinérants, ces vendeurs ambulants sur les plages, du côté des Sables-d'Olonne, on a décidé de les interdire parce que visiblement les commerçants locaux ont décidé que c'était de la concurrence déloyale. Autour de la table, est-ce que ça peut se comprendre? Parce que quand on trime tout l'été, on fait qu'une saison, peut-être les commerçants installés sur le fameux remblai, c'est une sorte de grande promenade des Anglais, un bout de béton sur lequel on marche en fait pour voir la plage. Non mais c'est vrai, c'est quand même ça le principe. Et donc certains commerçants évidemment se disent, j'ai 4 mois pour faire ma saison avec des chouchous, des churros, des glaces. Et il y a ceux qui sont peut-être des étudiants, qui sont insolents en plus, qui marchent en claquettes sur la plage en débardeur et qui font leur blé comme ça. Et c'est vrai que c'est des clients en moins pour eux. Patrick Vignal. Vous savez, le problème qu'on a, je vous sens très concerné là par ce sujet. Oui, parce que regardez, je pense aux restaurants de plage. Moi, j'ai pu faire un accord sur la grande mode Carnon et Palavas entre les commerçants, les restaurateurs et ceux qui avaient des restaurants sur la plage. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui me gêne dans cette société, c'est que personne n'est capable de faire des compromis. Je suis désolé, mais le jeune étudiant qui fait 12 heures à pousser un chariot qui fait 100 kilos en plein cagnard pour gagner un peu d'argent en vendant des chouchous, moi ça me plaisait cette France. Il y en a marre maintenant, entre le bar des 10 piafs, entre les mecs sur les places qui veulent jouer au foot. Non mais c'est quoi cette France où tout est fermé maintenant? Non, c'est une France cadenassée que nous voulons, et c'est vrai que si j'étais moi le maire des Sables-d'Olonne, j'aurais réuni les commerçants sédentaires, les vendeurs de chouchous, et j'aurais fait un partenariat. Ou alors j'ai envie de dire aux restaurateurs, vendez-les les chouchous. Comme ça, mon jeune étudiant, il fera un peu de thunes pour se payer le loyer à Paris. Voilà ce qu'on a. On a besoin d'une belle jeunesse. Le gestionnaire d'une entreprise du côté des Sables-d'Olonne, qui lui emploie, une trentaine de vendeurs ambulants, évidemment, refuse totalement de disparaître et va porter l'affaire en justice. Ce qu'on apprend aussi, qui est quand même intéressant, je ne sais pas comment
comment vous observez ça, vous, Frédéric Fougerat. C'est la police municipale, en attendant, qui va avoir l'ordre de les expulser. C'est quand même le meilleur moyen d'opposer la police et ses habitants. C'est surtout une interrogation sur le rôle de la police municipale. Est-ce que le rôle de la police municipale, c'est de garantir une forme de sécurité, de tranquillité, de rassurer la population, ou est-ce que c'est d'aller faire la chasse aux petites dérives ou non d'ailleurs? Parce que là, d'un côté, on parle d'étudiants qui triment pour gagner un peu d'argent, mais en l'occurrence, là, il ne s'agit pas d'étudiants, il s'agit d'une société. Il y a 30 employés, c'est-à-dire que c'est une société qui est légale, qui paye des impôts, qui paye de l'URSSAF, qui paye ses salariés. Donc finalement, on oppose deux activités économiques. C'est juste un jeu de concurrence qui n'est pas accepté par les uns ou par les autres. Donc en plus, on est plutôt dans une forme de délire total, quoi. Et je voulais juste revenir et avoir une petite critique sur votre introduction du sujet où vous parliez d'un côté de la cigarette, de l'interdiction de la cigarette, et de l'autre côté de ce sujet-là. Oui. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger et tout mettre au même niveau. La question de la cigarette, c'est une question de santé publique. Il y a énormément de pays dans lesquels la cigarette, elle est interdite partout, dans tout l'espace public depuis longtemps. Ça n'empêche pas les gens de vivre. Il faut juste ne pas être hypocrite. Moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, mais on peut pas dire d'un côté la cigarette ça tue, c'est dangereux, ça coûte très cher en matière de santé publique, et puis après de dire oui mais il faut pas empêcher les gens de fumer. Donc faut dire la vérité. Et juste peut-être que l'association des deux entre l'interdiction du chouchou et la cigarette, c'était pas le meilleur amalgame possible. Je défends cette introduction dans le sens où je pense que pour beaucoup de Français qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a la sensation qu'il y a une perte de liberté. Ça va en effet de l'allumage de la clope, même si l'objectif est noble. Et parfois, les gens aimeraient se dire, écoutez, débrouillez-vous pour que la plupart du temps, on ait accès à des plages propres, en toute sécurité, plutôt que nous interdire de fumer. Arnaud Stéphan, sur ce sujet justement de l'expulsion, en tout cas sur la grande plage des Sablonneuses, ça ne sera pas le cas partout en Vendée, mais d'aller expulser certains. Ça, je vais vous dire, ça commence comme ça et ça finit par fermer le bar d'Edith Piaf. mais c'est exactement ça. Ouais, mais c'est exactement ça. Je vous ai senti, Arnaud, sur ça. C'est quoi les souvenirs d'enfance sur les plages? C'est quoi ces souvenirs? C'est quoi ce qui nous lie à un endroit? Les bagarres dans l'eau avec mon petit frère. Voilà, ça. Déjà. Voilà. Et les glaces et les chouchous quand on gavait les parents pour en avoir. Bien sûr. Et de nager jusqu'à la deuxième bouée. Voilà. Exactement. Et de plonger dans les vagues. Est-ce que c'est bon pour vous? Exactement. On est lié à des endroits, on est lié à des histoires, on est lié à des sensations, on est lié à plein de choses qui nous rattachent à des endroits, à des émotions. Moi, c'est le Var, parce que c'est des souvenirs d'enfance dans le Var, et c'est la grande plage de Cavalère, avec ces vendeurs qu'on connaissait tous les ans, et qui venaient, et qui nous appelaient par nos prénoms, et qui nous connaissaient, et le photographe qui venait faire le photographe. Mais ouais, le photographe, les fameuses photos en noir et blanc au bord de l'eau avec les parents ou avec les sœurs, etc. Peut-être pas à mon époque, mais oui, à l'époque. Vous êtes très âgé, Arnaud. Vous êtes très vieux. Non, mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus artistique. Est-ce qu'on vous a expliqué que Pompidou n'était plus président? Je suis né sous Pompidou, donc je m'en rappelle. On lui a appris ce matin. Ça a été un choc, mais un truc, mais je m'en remettais pas. Piaf d'ailleurs, il n'est plus là pour défendre son dernier album. Mais on est attaché à ça. Faire disparaître tout ça, c'est là aussi, ça participe de la destruction de ce que nous sommes, de l'histoire, de notre patrimoine immatériel. Exactement. Mais exactement. S'il reste plus rien, vous avez une société qui est complètement aseptisée, avec mais qui accepte en revanche qu'on vienne vous emmerder sur une plage avec des groupes bruyants qui mettent de la musique, etc. Ah ouais, avec des enceintes. Parce que dans ce cas-là, interdisons les enceintes portatives avec des morceaux immondes à côté de chez vous. Moi, je préfère les vendeurs de chouchous sur les plages que les emmerdeurs avec des baffles qui mettent de la musique de daube toute l'après-midi sur la plage. Écoutons la jeunesse qui n'a pas connu Pompidou et Edith Piaf. J'ai pas connu Pompidou et Edith Piaf, mais j'ai connu les chouchous et je me souviens encore que j'embêtais grandement mon père pour qu'il m'en achète parce que avec un petit sentiment de culpabilité à la fin, mais tu l'as quand même eu ton chouchou. T'es content? Mais non, mais c'est important parce que ce que décrit Arnaud, ce que tout le monde a décrit, c'est qu'on petit à petit on fait des petites concessions sur soit des petites parcelles de vie qu'on peut avoir, des petits plaisirs personnels, aussi des moments de vie et de partage. Et la suppression de ça, en fait, c'est renoncer finalement à ce qui nous unit. Tu parlais d'immatérialité. En géographie, on appellerait ça l'espace vécu. C'est que, chacun a son petit vécu de la France. Chacun a son petit vécu sur sa petite plage avec ses parents quand il est gosse. Et donc, on est en train de petit à petit renier sur ça. Il faut absolument pas le faire. Et en plus, je suis sûr que la police municipale,
Sincèrement, elle sait même pas pourquoi elle fait ça. Non mais c'est surtout, je pense qu'elle va pas avoir envie de le faire. Bah non, elle en a pas réalité, envie. il fait chaud, vous avez la délinquance un peu partout, vous préférez être en train de régler. Donc c'est bien pour ça, entre la cigarette et la sécurité. Mot de la fin, Frédéric Faugeras, il reste quelques secondes. Et non, juste sur l'image de la police municipale, parce que ça me fait penser aux gendarmes de Saint-Tropez, de voir ces pauvres gendarmes à qui on demande de courir après les nudistes. Voilà, je trouve que c'est exactement cette image-là. Alors Arnaud, le bar, les nudistes et les chouchous. Voilà la prochaine émission. Mais ce sera un sommaire. Merci messieurs de m'avoir accompagné sur Sud Radio pendant 7h30 de débat. Merci à Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Merci à Patrick Vignal, l'ancien député Renaissance de l'Hérault, qui a fait un petit clin d'œil à Amélie Oudéa-Castéra pour une jeune championne, et on la sponsorisera ici sur Sud Radio. Hashtag Camille Dupont. Hashtag Camille Dupont. Et on va la suivre surtout. Mais bien sûr. Merci Frédéric Faugeras d'avoir été avec nous, président de Tenkan Paris, l'agence de communication, et auteur de Anthologie de la com aux éditions Bréal Studyrama. Merci beaucoup Mehdi Raïch, analyste politique, d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, retour sur une affaire qui a tenu la France en apnée, l'affaire Cédric Jubilard. Figurez-vous qu'on risque d'avoir un basculement. Sa nouvelle compagne a dit avoir recueilli de nouvelles confessions lorsqu'elle allait le voir régulièrement dans le parloir. On en parle dans quelques instants avec justement Sébastien Deveau, qui est détective et qui connaît très très bien justement cette affaire, qui connaît très bien aussi cette compagne, et qui va nous éclairer pour savoir où en est cette affaire. Est-ce qu'un jour on va comprendre ce qui s'est réellement passé entre Cédric et Delphine Jubilard? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h. Maxime Liédo. Et comme d'habitude à midi, vous écoutez Sud Radio. C'est le moment de faire un point sur le Tour de France avec vous, Théo. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et on fonctionne toujours par 3. Les 3 mots du Tour de France aujourd'hui que vous avez choisi: Clash, Mur et Grégoire. Ouais, exactement. Et le premier, donc, c'est Clash. Le champion du monde Tadej Pogačar n'a pas mâché ses mots hier après la 6e étape en critiquant ouvertement la stratégie de l'équipe de Jonas Vingegaard. Écoutez ce qu'il a dit. Visma a essayé je ne sais quoi, je sais qu'ils sont derrière, mais ce qu'ils ont fait était absolument ridicule. Ils se sont peut-être un peu égarés après le chrono, a-t-il ironisé au micro d'une radio slovène. Alors je vous avoue que même nous, devant notre écran, on n'a pas tout compris. Les coéquipiers de Vingegaard ont imposé un rythme d'enfer dans les 2 dernières bosses, alors que la victoire était déjà promise à l'homme de tête Benili. On imagine que la Visma voulait forcer Pogačar à garder le maillot jaune pour faire assumer le poids de la course à son équipe avant d'attaquer la montagne. Mais malheureusement, cette stratégie n'a pas fonctionné. C'est finalement le néerlandais Mathieu Van Der Poel, présent dans l'échappée, qui a repris la tunique de leader au Slovène pour seulement une petite seconde. Le deuxième mot, Théo, c'est celui de Mur. Et oui, 7e étape aujourd'hui entre Saint-Malo et la terrible ascension de Mur de Bretagne, 2 km à près de 7% de pente moyenne. L'étape sera un peu moins difficile qu'hier, même s'il y a tout de même 197 km à parcourir. Les vraies difficultés seront concentrées dans les 20 derniers kilomètres avec la double ascension finale. Mur de Bretagne, il y en a un qui le connaît très bien, c'est Mathieu Van Der Poel. Il s'y était imposé en 2021. Après tous les efforts fournis depuis le début de ce Tour de France, est-ce qu'il sera en mesure de s'imposer? Croyez-moi que même s'il est fatigué, l'ancien champion du monde ne va rien lâcher. Une chose est sûre, on aura droit une nouvelle fois à du très très grand spectacle. Pour finir, le troisième mot, c'est un prénom, apparemment, Grégoire. Oui, exactement. Non, c'est un nom, Maxime. C'est un nom. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous mettre en lumière un Français qui peut gagner l'étape. Donc prénom Romain, nom Grégoire, âge 22 ans. Un homme de goût. Exactement. Très bon début de tour pour le coureur de la Groupama FDJ, avec notamment une superbe 5e place avant-hier à Rouen. Un peu plus chaque jour, Romain Grégoire montre qu'il est en mesure de rivaliser avec les grands noms du peloton. Avec cette arrivée courte mais pentue en Bretagne, le Bisontin pourrait faire parler ses qualités de puncher et pourquoi pas décrocher un grand résultat aujourd'hui. D'ailleurs, Maxime, est-ce que vous savez quand remonte la dernière victoire française à Mur de Bretagne? Aucune idée. C'était il y a 10 ans. Avec 10 ans. Donc il pourrait conjurer le cycle des 10 ans qui était absolument... C'était Alexis Villermoz ce même jour, le 11 juillet 2015, il y a 10 ans. Donc pourquoi pas donner des ailes à nos Français? Exactement, et y croire, parce que ça peut arriver. Bien sûr. Et merci beaucoup Théo pour les 3 mots du Tour de France. On peut faire un prono. On peut faire un prono, mais j'espère bien. Alors, selon vous, si l'échappée va au bout, je verrais bien un Français, Romain Grégoire ou Lenny Martinez, pour conjurer la malédiction de 10 ans à Kevin Vauquelin. Et sinon, si le peloton arrive groupé, victoire, je pense, très probable de Tadej Pogačar. Et ben voilà, ça c'est vous faites comme Joseph, et vous savez que maintenant qu'on les note, et en fonction de si les paris sont réussis, il y aura une note très salée. Très salée. Merci beaucoup Théo pour le suivi du Tour, et vous savez que c'est votre rendez-vous sur Sud Radio tous les jours après le journal de midi.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 0826 300 300, vous savez que vous intervenez à votre guise, c'est aussi votre radio, auditeur, pour votre parler vrai, vous intervenez dans les débats, dans les discussions, et toujours à cette heure, on essaye aussi de prendre le pouls de ce que vous avez vu dans l'actualité, en réaction à ce que vous avez pu entendre dans les débats, et c'est vrai qu'on a eu un débat sur un retour potentiel du service militaire, et Olivier voulait réagir. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Alors qu'on parlait justement d'un potentiel retour à un service militaire, vous vouliez réagir sur, en parallèle de ce débat, l'actuel chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, qui tenait une conférence de presse et qui a eu ces mots: la Russie est une menace durable et il faut bien voir que le Kremlin a fait de nous une cible prioritaire. Quand vous entendez ces mots, comment vous réagissez, Olivier? C'est un peu exagéré, il y a toujours en permanence la menace russe, ou au contraire, il a raison de poser des mots aussi directs, on va dire, sur cette menace? Alors, mon sentiment, c'est que ça fait du bien que des gens parlent un langage correct et qu'on nous dise enfin des choses correctes. Un peu comme Sud Radio, un peu comme ces nouveaux médias qui donnent enfin la parole aux gens ou qui font un travail un peu différent des autres. Évidemment qu'on est la première menace considérée par les Russes en Europe, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on est considéré comme ayant une des meilleures armées du monde. On est une puissance nucléaire, ce qui veut dire qu'avant qu'on ait des Russes qui arrivent à Brest, d'abord qu'est-ce qu'ils viendraient y chercher? Honnêtement, je ne sais rien. Pas en priorité à Brest, en tout cas, s'ils devaient envahir la France. Voilà. On adore Brest, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'ils iraient faire à Strasbourg de toute façon? Donc on a une des meilleures armées du monde. Alors armée de métier, en conscription, je pense qu'on se ferait balayer. Les Ukrainiens seraient 1 million de fois meilleurs que nous. Mais en armée de métier, on est très bon. On a l'arme nucléaire. Évidemment qu'on est une cible, la première cible en Europe, mais ça veut dire aussi qu'on a la capacité de réagir, et c'est pour ça qu'on est une cible. Enfin. Oui. Deuxième chose. Oui, allez-y Olivier. Ouais. Pardon, allez-y, je vous ai coupé. Non, justement, j'allais vous dire quand vous m'avez quand vous avez parlé au début de votre propos et vous avez dit, mais en fait, enfin on dit les choses. Vous avez estimé que jusqu'à présent, on n'avait pas clairement assumé à quel point la Russie était notre adversaire? Alors, c'est notre adversaire comme c'est le nôtre. Enfin, on est leur adversaire comme c'est le nôtre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une armée avec un pays qui est une puissance qui dit « Moi, je considère qu'il n'y a plus assez... » Le chef d'état-major a parlé d'écologie. Je trouve ça fantastique. Quelle clairvoyance. Il n'y a plus assez pour tout le monde au standard européen. Déjà, en 71, les mecs du MIT avaient dit pour le Club de Rome, si on veut que la totalité des 4 milliards de l'humanité qui habitent sur Terre vivent au standard européen, il faudrait 4 planètes en ressources. C'était en 72, et ce que les gens consommaient en 72 n'a aucune mesure avec ce qu'on consomme maintenant. Donc, la prise en compte du fait que les ressources diminuent par tête d'habitant mondial, c'est une réalité que les Européens ne veulent pas voir, et je disais, ça fait du bien d'entendre parler vrai, ça fait 40 ans que moi j'ai 60 ans. Ça fait 40 ans que j'entends que l'Europe est en paix. C'est pas vrai. L'Europe a été en guerre tout le temps. On a été trop naïfs. La France. Mais c'est les médias qui ont été naïfs. Heureusement que vous êtes là, vous. Parce que ça fait 35 ans qu'on nous bassine avec tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout va bien. Et les Américains ont gagné la guerre, d'accord. Alors je suis pas pro-russe, mais il faudrait quand même les Russes, s'ils n'avaient pas ratatiné les Allemands à Stalingrad, les Américains seraient sûrement fait beaucoup plus laminer que ce qu'ils ont eu au débarquement. Oui. Il y a eu besoin des deux, mais on oublie toujours les Russes. On oublie l'histoire de façon générale d'ailleurs, c'est ce que disent la plupart des experts. Regardez, on a eu une période de paix, mais la paix malheureusement est faite souvent pour ne pas durer. Exactement, c'est exceptionnel. Et la paix dépend totalement de deux choses. La première, c'est que la propriété privée soit respectée et que la sécurité soit maintenue. Si vous avez une propriété privée, les gens se battent pour quelque chose. S'il n'y a pas de propriété privée, si demain un squatteur vient chez vous, qui prend votre maison et que vous ne pouvez pas la récupérer, qu'en plus s'il se tue dedans, vous êtes responsable, qui va se battre pour quoi ? Je fais un raccourci qui est extrêmement maladroit, mais c'est un raccourci. L'autre truc, c'est si je suis dans une société qui est stable, dans laquelle on me garantit que la morale et le droit seront l'étendard du système, alors je sais pourquoi me battre aussi. Mais Olivier, alors c'est justement pour essayer que peut-être toute une partie de la nouvelle génération, les jeunes, transpirent un peu plus cette volonté de se battre potentiellement pour notre pays en cas de conflit. Comment vous observez le débat qu'on a eu tout à l'heure sur un potentiel retour, on va dire, du service militaire? Le président de la République, en tout cas, parle, selon l'Élysée, d'un moyen que la jeunesse ait de servir notamment la nation, la défense nationale. Comment vous entendez ça de façon positive? Non, alors moi j'ai fait mon service, je suis un des derniers à être parti. Vous l'avez fait où?
je l'ai fait à Maïlcan, qui est un centre d'entraînement interarmé, ce qui fait que j'ai vu beaucoup de choses sur place. Moi, je faisais office d'infirmier, donc j'ai beaucoup participé à plein de choses. L'armée à l'époque, ça avait un truc génial, c'est que ça permettait aux petits bourgeois riches qui est jamais sorti de son confort, de voir qu'en face, il y avait des gamins qui luttaient comme des bêtes pour en sortir de situations dramatiques. Moi, je me souviens d'un gamin qui pleurait parce que il vivait avec dans une caravane avec son père. C'est lui qui faisait tourner la marmite et on l'a obligé à faire son service, ce qui fait qu'il pouvait plus faire manger son père. Un mec du 16e, je caricature encore, un petit bourgeois du 16e arrondissement pour lequel la vie a toujours été sympa, qui se rende compte que ça existe avec des gamins qui se battent pour en sortir, ça le normalisait lui aussi. Il était plus sensibilisé à la misère avec des gens qui veulent sortir de la misère activement. Et à l'inverse, les gamins qui étaient complètement en perdition trouvaient un cadre dans lequel on pouvait les sauver d'eux-mêmes et de leur famille. Mais ce truc-là, ça pourrait également être remplacé par le fait que l'école fasse son boulot, que les gamins qui mettent les deux pieds sur la table et qui écoutent leur smartphone prennent des coups de règle sur les doigts et au bout de la deuxième intervention aillent dans un centre où ils seraient en internat qui ressemblerait un peu à l'armée mais qui coûterait 10 fois moins cher et qui serait beaucoup plus intéressant. Oui. Et que, moi je l'ai vu parce que j'ai bossé en banlieue longtemps, que les gamins qui se retrouvent à 16h30 à la sortie, pas pouvoir être pris à l'étude à l'école, mais doivent rentrer chez eux et qu'à chez eux, malheureusement, maman elle travaille, papa il bosse ou personne n'est capable de leur faire bosser, qu'on puisse avoir de l'étude jusqu'à 19h dans lesquelles on les fasse travailler. Et ça coûterait moins cher et ce serait encore beaucoup plus efficace. Et juste pour finir, qui va aller se faire trouver la paillasse en conscription pour la France à l'heure actuelle? Vous trouverez quasiment personne. Oui, non, mais ça c'est sûr. Et vous rejoignez un peu ce qui a été dit, notamment pour le camarade Mehdi autour de la table, en disant il ne faut pas non plus voir l'armée comme étant le pansement qu'on met à chaque fois qu'il y a un problème. C'est-à-dire, si les gosses sont pas suffisamment pris en compte à l'école, c'est l'armée qui va faire le sport. S'il y a un problème dans les quartiers, on va envoyer l'armée. S'il y a un problème au niveau international, il faut obliger l'armée à former davantage. C'est vrai que l'armée est une institution noble dans laquelle, en plus, les Français ont une confiance absolue. Il faut pas non plus la dévaloriser en lui faisant faire absolument n'importe quoi. Alors par contre, je suis entièrement d'accord, il y a juste un truc, juste un bémol. Vous mettez un prof d'histoire géo en première ligne pour qu'il explique la Shoah ou les trucs qui passent pas au niveau de la population extrémiste musulmane et derrière c'est Samuel Paty qui se fait couper la tête. Le risque est réel. Et ben les cours d'histoire, moi je les ferais bien faire par un mec en ranger avec un flingue et qui vit en caserne, ce qui fait que si on veut venir lui couper la tête, on va avoir un peu de mal à aller le trouver. Oui, bon ça c'est un autre débat, mais c'est vrai Olivier que peut-être il suffirait aussi que les profs soient un peu plus passionnants. Il y en a beaucoup qui le sont, mais quand ils parlent aux élèves, que ça transpire en effet un peu plus parfois la grandeur de l'histoire. Merci beaucoup de nous avoir appelé, d'avoir fait état de votre parler vrai, mon cher Olivier. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'écouter Sud Radio. 0826 300 300. Vous en avez l'habitude. Dans un instant, on va revenir sur cette affaire qui tient en apnée la France depuis 4 ans désormais, l'affaire Jubilard. C'est apparemment un crime parfait, toujours pas de corps, pas d'explication, mais pourtant un détenu, en tout cas un suspect. Le mari, Cédric, qui en prison se laisserait aller à quelques secrets, à quelques confessions. On pourrait en savoir plus. Il se serait confié à quelqu'un qui serait sa compagne. Apparemment, elle a décidé de parler. On en parle dans quelques instants avec Sébastien Deveau, qui est journaliste au Nouveau Détective et qui connaît parfaitement cette compagne de Cédric Jubilard et qui connaît cette affaire absolument parfait. Va-t-on enfin avoir des réponses à ces questions? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On se retrouve pour le fait du jour qui fait énormément parler. C'est cette affaire qui avait fasciné, comme les faits divers très marquants, une partie de la France, à savoir la disparition une nuit en décembre 2020 de Delphine Jubilard. Bonjour Sébastien Deveau. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes journaliste au Nouveau Détective et vous êtes un des journalistes qui connaît le mieux cette affaire. Vous en connaissez les coins, les recoins, les rebondissements, les retournements. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est que la compagne hypothétique ou actuelle, en tout cas de Cédric Jubilard, après l'avoir régulièrement vu en prison, est sortie et a parlé aux journalistes en disant en réalité, il commence à me faire des confidences un peu glaciales au point de peut-être vraiment créer un rebondissement dans l'affaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans ce dossier vertigineux les dernières heures pour qu'on comprenne bien? Alors effectivement, c'était il y a quelques semaines, une femme qu'on va appeler Justine, qui était à l'époque la compagne de Cédric Jubilard, qui faisait des parloirs en fait avec lui, nous a rapporté une scène absolument surréaliste dans laquelle
il explique comment il a tué Delphine Jubilard. Donc il s'agit d'un parloir entre cette compagne et Cédric Jubilard. Et moi, quand Justine m'en parle, elle me dit clairement, j'ai été étranglé par des mains qui ont tué. Mais alors, c'est-à-dire que Cédric Jubilard va reproduire la scène qui se serait passée à Cagnac-les-Mines avec Delphine Jubilard dans ces fameuses nuits de décembre. C'est ça qui est absolument glaçant quand on lit et quand on vous entend. C'est-à-dire que déjà leur relation, c'est-à-dire qu'elle aurait d'abord contacté Cédric Jubilard après la disparition de Delphine, cette fameuse Justine, en disant voilà, si vous avez besoin d'aide, peut-être que je peux aider à garder les enfants, ce genre de choses. Et donc la relation, pour qu'on comprenne et qu'on avance progressivement, a muté au fur et à mesure. Ils ont échangé sur les réseaux sociaux en vision jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse. C'est exactement ça. C'est-à-dire, au départ, on est dans une situation où Delphine a disparu et elle veut se rendre utile. Elle veut aider Cédric Jubilard. Elle le contacte sur Messenger pour lui dire écoute Cédric, moi je peux t'aider à chercher Delphine. Et ils sont restés des nuits entières à discuter et ils ont noué un rapport au fil du temps de plus en plus profond, de plus en plus intime. Mais ils ne se verront pas à Cagnac-les-Mines. Ils ne se verront uniquement en prison. Au niveau des parloirs. Et c'est quelqu'un, je pense, qui était profondément amoureux de Cédric Jubilard, qui était capable de faire des parloirs et faire 140 km pour aller voir ce monsieur, pour lui donner de l'argent, pour payer sa console de jeu, pour payer ses cigarettes. C'était vraiment quelqu'un qui était très amoureux de ce monsieur, sincèrement et profondément. Et sur cette relation, en effet, ce qu'elle explique, c'est que progressivement, enfin déjà dans ce que vous dites, à aucun moment elle va changer de comportement quand elle verra les différentes informations qui sortiront sur Cédric Jubilard, la suspicion qui se porte définitivement sur lui. Elle n'aura pas de mouvement de recul par rapport à lui. Effectivement, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'étonner. C'est-à-dire que pendant cette période, elle va le croire, elle va être très amoureuse et elle va être sur cette ligne en pensant que Cédric Jubilard est totalement innocent. Mais je pense que c'est cette scène en fait où elle se fait étrangler par alors allons-y. En effet, ce qu'elle raconte et ce qui est glaçant, que vous avez commencé, ce que vous avez commencé à décrire, Sébastien Deveau, je rappelle que vous êtes un des meilleurs experts de cette affaire, vous êtes journaliste au Nouveau Détective, c'est que elle raconte toute une simulation et à plusieurs reprises. Et c'est ce qu'elle raconte, qu'il a commencé à lui raconter, et plus qu'à lui raconter, à mimer, en la prenant comme modèle, en réalité, comme mannequin, la façon dont il aurait assassiné sa propre femme. Et en lui expliquant aussi le contexte, mais d'abord sur ça, comment il aurait tué, c'est-à-dire en l'étranglant avec une clé de bras. Donc il se retrouve à la femme qui est en train de l'aimer, à se glisser derrière et à mimer ça, c'est cela ? Exactement, et il va très loin dans le détail, puisque à un moment donné, Justine va lui dire « mais comment ça, elle n'a pas crié ?» Et il va lui dire, mais non, regarde, si je fais ça, bah, tu peux pas crier. Et effectivement, Justine dira, oui, en effet, elle ne pouvait pas crier. C'est-à-dire, il va extrêmement loin dans le descriptif de la scène potentiel des faits. Parce qu'on n'est pas obligé de le croire, Cédric Jubilard, attention. Hein. Non, c'est important que vous rappeliez ces faits parce que c'était pas la première fois qu'il se laisse aller à quelques confidences ou à quelques confessions. Il y avait eu le coup des voisins de cellule, notamment on se souvient de la manière dont il aurait tué, pas tué. Mais c'est aussi ça qui est intéressant sur le parcours et ce que vous racontez. Il y a la tragique nuit de la mort, mais il y a aussi l'aspect plus glaçant qui ressemble totalement à de la préméditation, en tout cas la façon que Justine a de raconter les faits. La compagne pendant qu'il était en prison de Cédric Jubilard, c'est-à-dire qu'il a attendu un certain soir, il a attendu qu'elle soit tranquille avec leur fils, c'est-à-dire qu'il avait pensé de façon très minutieuse à la façon dont il a assassiné sa femme. On est loin du féminicide. Il aurait même repéré les lieux. Puisque en fait ce qu'explique Justine, c'est qu'un mois en fait avant le déroulé des faits, il avait trouvé cette espèce d'exploitation agricole dans laquelle il pourrait éventuellement enterrer le corps de Delphine Jubilard. Mais malgré tout, ce qui est intéressant à dire sur Cédric Jubilard, c'est qu'il donne des indications, mais il ne donne pas toutes les indications. C'est-à-dire qu'il dira d'ailleurs, c'est mon jardin secret. L'endroit où j'ai enterré Delphine, c'est mon jardin secret. Et il donne en fait comme des petits cailloux. Par exemple, il dit avoir roulé sans phare jusqu'à un fameux stop, puis ensuite avoir roulé 15 à 20 minutes dans la nuit noire.
et ensuite avoir repéré cet endroit en hauteur et avoir laissé le corps de Delphine. Mais vous voyez, il donne des indications, mais il ne livre pas tout. Oui, et sur l'aspect de la préméditation, un autre détail glaçant, toujours selon les dires de Justine, qui apporte un nouvel éclairage, en tout cas à tout ce qu'on savait à l'instant sur cette enquête, avant qu'on aille sur les potentielles issues juridiques, il raconte quand même avoir creusé le trou avant. C'est-à-dire d'aller sur les lieux du crime et d'avoir préparé ce qui servira de ton clandestine à sa femme. Bien sûr, il raconte en fait d'avoir tout préparé, avoir préparé aussi la nuit, pensant que ça allait être bientôt le déconfinement, donc c'était le moment ou jamais. Il dit avoir pensé à son alibi, il dit avoir creusé. Effectivement, ça marque une préméditation totale. Donc effectivement, je ne vois pas comment on pourra faire l'économie d'interroger Justine, parce que ce qu'elle dit, malgré tout, en fait, est extrêmement important. Et deux questions encore. D'abord, vous qui êtes un habitué de ces affaires, Sébastien Deveau, comment vous analysez le profil et les différentes réactions qu'on observe depuis plusieurs années de la part de Cédric Jubilard ? Alors je pense, pour parler très clairement, évidemment ça n'engage que moi, mais je pense que Cédric Jubilard se moque du monde. Je pense que Cédric Jubilard jubile, sans faire de mauvais jeu de mots. Je pense qu'il est ravi en fait de cette situation. Enfin, à un moment donné, il y a quelque chose qui est complètement incohérent. Comment est-ce qu'on peut dire « je suis innocent de ce dont on m'accuse » et ensuite rapporter non pas une scène, mais plusieurs scènes par plusieurs personnes différentes, plusieurs endroits dans lesquels il serait potentiellement impliqué. À un moment donné, tout cela est complètement incohérent. Je pense qu'il se moque de nous. Et il s'est moqué des enquêteurs, il s'est moqué du personnel pénitentiaire, il se moque aussi de ces pauvres femmes, à mon avis, qui sont éperdument amoureuses de lui. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Sébastien Deveau, je rappelle qu'en septembre, Cédric Jubilard paraîtra devant la cour d'assises du Tarn, justement pour cette affaire. En quoi les nouvelles déclarations et ce qu'on a appris ces dernières heures peut faire basculer ou non cette affaire, le procès ? En l'état, donc effectivement, vous l'avez rappelé, le procès doit s'ouvrir le 22 septembre prochain. Mais comme je vous le disais, on pourra difficilement faire l'économie de la nouvelle audition, d'une audition en tout cas de Justine. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dorénavant, la balle est totalement dans le camp du président de la cour d'assises qui, une fois qu'il sera saisi, pourra demander un complément d'information. Mais à mon avis, il y aura de nombreuses parties qui vont faire pression afin que cette audition puisse se faire et se faire le plus rapidement possible. Merci beaucoup Sébastien Deveau, journaliste au Nouveau Détective, et je rappelle que vous êtes en effet un des meilleurs journalistes sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous pour essayer de comprendre ce dossier qui fascine et qui prend qui garde la France en apnée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus souriant si vous êtes en vacances ou même sur la route des vacances. Est-ce que vous avez déjà pensé à des rois impulsifs, peut-être à des politiciens totalement idiots, certains violents, d'autres brutaux, d'autres totalement inconscients? Mais figurez-vous que quelqu'un a eu la formidable idée de rassembler ça dans un petit livre fantastique qui s'appelle Les politiciens les plus cons de l'histoire. Il s'appelle Bruno Fuligini, et vous allez voir qu'on va se marrer parce qu'on ne manque pas de pépites durant les derniers siècles. L'arène politique est décidément surprenante. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est la pépite qu'il faut absolument se procurer pour passer de bonnes vacances et se marrer autour des barbecues, lors du dîner, sur la plage, si vous aimez lire en bronzant. Ça s'appelle Les politiciens les plus cons de l'histoire. Bonjour Bruno Fuligni. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po et l'auteur de plus de 35 livres sur l'histoire parlementaire et politique. Et ça vous a donné le droit de faire cette petite pépite parce qu'on parle de rois, on parle de présidents, de ministres, de députés, de sénateurs, de gens qui ont parcouru la vie politique en Europe, en France, aux États-Unis et qui, on va pas se mentir, ont quand même des profils auxquels il faut rendre hommage. Alors, il y en a plein. Il y a des catastrophiques, il y a les eurotomanes, il y a les navrants, il y a les brutes, il y a les incultes. Et le livre a ça, vous mettez une petite phrase de Barès qui parle de cette intelligence qui est cette petite chose à la surface de nous-mêmes, mais encore faut-il l'avoir, et c'est pas donné à tout le monde. Comment vous est venue l'idée de faire ce petit bouquin chez First Edition, dans cette collection Les plus cons de l'histoire, d'aller regarder du côté des politiciens ?
En fait, ça fait très longtemps, une trentaine d'années, que j'étudie la vie politique et parlementaire, y compris dans ses aspects nobles, les grands discours de Victor Hugo, les grandes lois, la loi de 1905, toutes ces choses qui me passionnent. Mais quand vous commencez à lire, à aller aux sources, à lire les débats parlementaires d'autrefois, c'est les vieux journaux, les rapports parlementaires, voilà, etc. Bah, forcément, vous tombez sur des personnages un peu bizarres, vous tombez sur des déclarations absurdes. Je pense à ce député qui avait interrompu un discours de Victor Hugo en disant « L'Assemblée ne veut pas écouter Monsieur Victor Hugo car Monsieur Victor Hugo ne parle pas français ». Bon, c'est quand même stupéfiant. Oui. Et en creusant un peu, je découvre que ce bonhomme était un poète raté. Donc c'était à la fois un opposant politique, mais aussi quelqu'un qui en voulait à Hugo d'avoir réussi, lui. Avec une vraie question d'ego. Voilà, exactement. Et donc il y a souvent des petites choses comme ça. Et donc petit à petit, j'ai accumulé comme cela un certain nombre de fiches, on peut dire. J'ai fiché la vie politique, non seulement française, mais internationale. Et donc l'idée, c'était de rassembler de l'Antiquité à nos jours, tout pays confondu, vraiment le pire de la politique. Tout ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on a des responsabilités politiques, que ce soit au niveau d'un État ou d'un conseil municipal. Il y a de tout. Il y a du dictateur ou qui décide tout d'un coup de déclencher une guerre pour faire respecter et pour avoir un match de football. Il y a l'histoire de cet empereur qui, au beau milieu d'une conquête, se décide d'aller faire un petit saut dans la rivière et il a oublié d'enlever son armure, donc il se retrouve à être noyé. Et Alain Bauer, qui est le directeur de cette collection chez First et qui décline quelques phrases françaises qui, là aussi, permettent une jolie entrée en matière. On a notamment la phrase de Bernard Kouchner qui dit « La contraception doit avoir ses règles ». C'est sûr que dans le langage français, ça a quand même son pesant d'or. Et même Emmanuel Macron, récemment, qui dit « La réforme des retraites, on fera cela quand on tombera les masques ». C'est-à-dire que c'est vrai que quand on doit être comme vous, au cœur de toutes les déclarations politiques, on doit avoir une sacrée mine d'informations. Est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a plus donné envie qu'un autre, vraiment un mot qui vous a guidé en disant « Ah oui, si on est capable de sortir ça, ça doit forcément pouvoir en faire un livre ». Il y a un personnage complètement oublié, mais pour lequel j'ai une petite tendresse, c'est Charles Duclerc, qui était un homme politique du 19e siècle en France, et un peu second couteau quand même, mais à un moment, à la énième crise politique, on lui confie le soin de former son gouvernement. Donc vous imaginez, c'est une sacrée tâche. Voilà. Et il se dit, bon, je ne vais pas faire appel à tous les leaders un peu connus, parce que ils vont m'écrabouiller, donc il va faire appel à des députés, à des sénateurs un peu comme lui, pas très très connus. Et il ne se rend absolument pas compte que la moitié des ministres qu'il recrute portent un nom d'animal. Hérisson, Labuse, Duvaux, Varambon, etc. Et donc évidemment son ministère sombre dans le ridicule, parce que vous imaginez, pour les caricaturistes, et son gouvernement va être appelé la ménagerie, et il va tomber au bout de 3 mois. Puisque vous parliez de gouvernement et d'obligations, notre gouvernement actuellement se retrouve face à certaines obligations, notamment celle de faire un budget, de trouver des économies, et alors dès les premières pages, on tombe sur une anecdote extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne, qui se trouve finalement avoir de l'argent qui continue à être versé suite à un contrat signé en 1700 ? Oui, c'est ça. Au XVIIIe siècle, donc ce personnage qui était duc de Bouillon était content d'un de ses hommes de loi et a voulu lui octroyer une pension. Donc une somme qui lui serait versée chaque année. Une pension élevée, 2000 livres, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Et ce monsieur qui s'appelait Linotte dit « Oh, monseigneur, c'est beaucoup trop. Je ne voudrais que 1000 et non 2000 livres, mais pensez à ma femme, à mon fils, il faudrait qu'elle soit réversible. » Oh, pas de problème, se dit le duc, en se disant, il est vraiment complètement crétin ce Linotte, je lui propose 2000, il veut 1000, on lui donne les clauses qu'il veut, évidemment. Sauf que Linotte, en tant qu'homme de loi très très bon, minutieux, voilà, a rédigé des clauses telles qu'elles valent toujours aujourd'hui. C'est-à-dire du XVIIIe siècle à aujourd'hui, voilà, le fils de cet homme-là continue à percevoir combien maintenant ? Les descendants, qui d'ailleurs maintenant sont luxembourgeois et plus français, touchent toujours leur rente annuelle. Alors simplement, ça représentait beaucoup d'argent jusqu'en 1914. Après, avec la Grande Guerre, le franc a cessé d'être indexé sur l'or. Et puis après, il y a eu l'inflation. Après, il y a eu le passage des anciens francs aux nouveaux francs. Donc aujourd'hui, ça ne représente plus qu'1,12 €. Donc même si on supprimait la rente Linotte, ça ne rétablirait pas complètement l'équilibre des comptes en France. C'est loin des 40 milliards voilà, qu'on recherche. Voilà. En fait, la rente Linotte, elle a un intérêt quand même, c'est qu'elle prouve que la France respecte ses engagements, puisque vous voyez une rente qu'on s'est engagé à verser valeur à ce point aujourd'hui, c'est-à-dire que la rente Linotte a cette valeur historique de dire, mais regardez, oui, nous, quand on s'engage, on le fait jusqu'au bout. En fait, c'est un monument national, c'est la plus ancienne rente d'État encore servie au monde.
extraordinaire. Et on a ça en France, d'où l'utilité de lire votre livre à plusieurs égards, Bruno Fulini. Dans quelques pages plus loin, il y a ce cas aussi, puisqu'on parle beaucoup de notre relation avec Donald Trump, de la relation aux États-Unis. Bien sûr, la France a vendu la Louisiane à un certain moment, on est au XVIIIe siècle, et vous racontez que François Barbé Marbois, qui était le ministre du Trésor public à l'époque, c'est lui qui a négocié cette vente, et il se pourrait qu'on soit presque en capacité de récupérer la Louisiane, si on voulait. Oui, donc c'est à l'époque de Napoléon Bonaparte, ce ministre qui s'appelait François Barbé Marbois vend la Louisiane. Alors il est mandaté pour cela par son gouvernement, mais la négociation n'est pas excellente, puisque j'ai calculé, il a vendu la Louisiane pour l'équivalent actuel d'€1 l'hectare, c'est quand même pas grand-chose, et surtout ce qu'on appelait la Louisiane à l'époque, c'est beaucoup plus vaste que l'État de la Louisiane d'aujourd'hui. C'est un quart du territoire des États-Unis, ça couvre une partie du Texas, ça couvre une partie du Colorado, ça couvre le Missouri, l'Iowa, l'Oklahoma, le Kansas. Donc on a vraiment bradé ça à cause de la très mauvaise négociation du ministre Barbé-Marbois, qui deviendra par ailleurs président de la Cour des comptes, ça c'est quand même délicieux. Ah oui, c'est sublime. Et puis surtout, on s'est rendu compte rétrospectivement qu'en fait Bonaparte avait absolument pas le droit de céder un territoire comme ça par une simple négociation, une cession. Voilà, troc, ouais. Il fallait une loi. Et donc en fait, les Américains qui voudraient échapper à Trump pourraient contester la transaction, la faire annuler et devenir français. Mais est-ce que certains hommes politiques français se sont penchés sur ce cas-là en disant est-ce qu'un jour vraiment on pourra envisager de récupérer la Louisiane, ou c'est toujours resté hypothétique? Ça reste hypothétique, mais au fond, Trump réclame le Groenland. Pourquoi est-ce que nous ne réclamerions pas la Louisiane? Ça pourrait être un argument de négociation. En effet, restons du côté des présidents américains, parce qu'il y a le 15e président des États-Unis dont le nom est clairement devenu une injure. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est son destin pour qu'aujourd'hui il soit haï on va dire, sur la totalité du territoire américain? Oui, Buchanan, c'est devenu un gros mot aux États-Unis parce que c'est un président qui, par ruse, lâcheté, un mélange un petit peu de tout cela, a laissé pourrir la question de l'esclavage. Et en fait, c'est à cause de lui qu'il y a eu la guerre de sécession. C'est le président qui est à la Maison-Blanche juste avant Lincoln. Et donc le pauvre Lincoln, quand il est élu, va avoir cette guerre sur les bras et les conséquences de cette guerre à gérer à cause d'une politique totalement irresponsable qui a été menée par son prédécesseur, qui est considéré comme le pire président de l'histoire des États-Unis et dont le nom est devenu une injure politique aux États-Unis. Vous voyez, il y a un intérêt à écouter Sud Radio, c'est que même si dans les prochains jours vous devez aller aux États-Unis, vous aurez une petite insulte locale, et ça fait toujours bien dans le paysage américain. Les politiciens les plus cons de l'histoire, c'est chez First Edition, et c'est signé Bruno Fulini. Vous allez voir, on a de tous, les érotomanes, les brutaux, les violents. C'est un formidable petit almanach pour justement avoir de la culture, du rire et se plonger dans les coulisses politiques jusqu'aux confins de l'absurde. Vous êtes bien sur Sud Radio et on y retourne dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Là, il faut faire un petit détour, si vous êtes dans le coin, par un bureau de tabac qui fait librairie, une poste, bref, un endroit où vous pouvez acheter ce livre, Les politiciens les plus cons de l'histoire. C'est aux éditions First et c'est écrit par Bruno Fulini, qui a eu la bonne idée de récolter, après des heures et des heures à surligner, à noter, examiner des rapports, des débats parlementaires, de consigner en réalité tous les politiques les plus absurdes. Ça va. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut picorer. Je le dis vraiment pour ceux qui nous écoute, c'est débordant de petites anecdotes, ça dépasse rarement plus d'une page, on déambule dans les époques, dans les pays, et c'est vrai que quand je dis qu'on déambule dans les époques, on a vraiment du mal à croire certaines choses. Par exemple, ce qui se passe du côté du Parti chrétien-démocrate suédois en 2002, où quand même une candidate propose à un moment que à la télévision soient diffusés pendant toute la journée des programmes érotico-porno. Oui, dans son esprit, ça allait raviver un petit peu les couples et donc relancer la natalité qui en a bien besoin en Suède. Alors, le réarmement démographique. En quelque sorte. Elle s'appelle Thérèse Kirkpili. Simplement, c'était une proposition qui n'engageait qu'elle, qui n'était pas vraiment dans la ligne du Parti chrétien-démocrate suédois, et donc elle a été virée de son parti. Elle n'a pas été élue, elle a été virée, mais au moins elle a eu son petit quart d'heure de célébrité avec cette proposition-là. Et puis elle a eu le mérite d'aller jusqu'au bout de ses idées.
idées, ce qui est toujours pas mal. Quelqu'un aussi qui allait jusqu'au bout de ses idées, ça se passe du côté du Royaume-Uni. C'est à quelqu'un qui a eu une phrase fantastique, c'est une façon de tonton flingueur, celui qui devait être nommé ministre de l'Agriculture et qui ne l'a pas été à cause de son accent. Ça, c'est quand même fantastique. Et qui a eu cette phrase: je suis d'un âge où je peux maintenant me retourner avec le plus grand plaisir et dire aux gens d'aller se faire foutre. C'est quand même une histoire fantastique, ça. Oui, mais c'est une triste histoire parce que c'est un homme politique qui a fait sa carrière, je dirais, de député de base. Et puis à un moment, Tony Blair l'appelle pour le nommer ministre. Il est très content, et au lieu de dire yes, point, il développe ce qu'il ferait en tant que ministre. Et du coup, Tony Blair se dit: mais ce type a un drôle d'accent, c'est un accent écossais, c'est pas celui que je voulais appeler. Et donc Tony Blair raccroche et appelle son quasi-homonyme qui lui va être nommé ministre. Donc vous imaginez, après ça, forcément, on se pose des questions sur son engagement. Oui, et puis il y a quelque chose de formidable, parce qu'on trouve des pépites, par exemple. Ça, c'est quand même une façon de se dévouer à la politique qui est étonnante. Ce qui se passe du côté de l'Ukraine en 2003, avec une candidate qui n'est pas élue, qui obtient moins de 100 voix. Et racontez-nous un peu quelle est la décision finale. Un candidat, c'est vrai. Oui, enfin, à l'origine, c'était un candidat, qui se présente au municipal, qui fait un score vraiment minable. Et donc, bon, on a le droit d'être déprimé après un échec électoral, mais chez lui, ça va très loin. Il considère qu'il n'a pas vocation à se reproduire après avoir été aussi minable, et il se castre. Voilà, tout simplement. Donc, quand on dit parfois faut tirer les leçons des échecs électoraux, on n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'à cette sanction. Dans les plus récents, est-ce que vous en avez retenu, parce que je le dis, on voyage dans l'histoire, le 18e, le 19e, les époques, les pays. Est-ce que dans les récents, il y en a qui vous ont marqué, où vous dites on est quand même dans un pays formidable, parce que dans les dernières années, on a eu le droit à des pépites? Si on va du côté du Royaume-Uni, où il y a déjà une petite tradition d'excentricité en politique, on trouve quand même des choses assez... par exemple, on trouve des choses assez extraordinaires. Je voudrais vous dire un mot de John Sewell. Vous savez que maintenant, à la Chambre des Lords, il n'y a plus beaucoup de lords héréditaires. On nomme lords des gens qui ont un petit peu financé leur parti. Donc là, c'est un homme politique travailliste qui est nommé membre de la Chambre des Lords et même vice-président, président de commission, donc un personnage important. Et voilà que là, on est en 2014 et voilà que commencent à circuler des photos ou des films, des vidéos. Il est en train de sniffer de la cocaïne avec un groupe de prostituées en braillant que son indemnité parlementaire n'est pas suffisante et qu'il ne pourra pas payer comme elle le mérite les filles qui l'accompagnent. On le découvre portant un soutien-gorge rouge sous son blouson de cuir. Enfin bon, donc, et bref, là, évidemment, les tabloïds anglais adorent, s'en emparent, et il va être surnommé Lord Cock. Et alors, du coup, évidemment, en 2015, il démissionne. Là, il a une parole de bon sens. Il déclare: je servirai mieux la Chambre des Lords en la quittant. un bon résumé. Lucidité tardive, mais une lucidité quand même sur la fin. Et ce qui est délicieux, parce que quand on creuse, on trouve toujours la pépite dans la pépite, c'est que Lord Cock, en fait, il présidait la commission de l'immunité et de la tenue, qui est chargée des bonnes manières, des règles de bonne conduite au Parlement britannique. Il y a aussi en France quand même notre petite dose d'électricité, enfin d'excentricité, pardon, une petite dose d'électricité aussi, on en aurait bien besoin, mais plus une dose d'excentricité dans ce cas-là. On se souvient tous, on a tous joué au jeu Je te tiens, tu me tiens par l'art Barbichette. Il y en a quand même eu un qui a voulu pousser la démonstration jusqu'au bout, au point d'aller voir à l'époque, on va dire, le président. Oui, c'est-à-dire que nous sommes sous la Troisième République, dans les années 1900, et sous le septennat du président Fallières. Et Armand Fallières était un président très proche du peuple, d'origine rurale, il aimait bien marcher, et donc il faisait sa promenade quotidienne autour de l'Élysée, sans escorte, sans rien, juste pour le plaisir de marcher, de regarder un peu la ville, de saluer les gens. Et donc il faisait sa petite promenade comme ça, et un jour sur les Champs-Élysées, il y a un garçon de café qui lui était plutôt royaliste, donc plutôt un adversaire politique, qui voit passer le président de la République, qui se précipite sur lui et qui lui tire la barbichette. Effectivement, alors c'est vrai qu'Armand Fallières avait une barbiche assez caractéristique. L'autre la tire, évidemment, là, on appelle la police, le bonhomme est arrêté, on lui dit mais qu'est-ce qui vous a pris? Et sa réponse est stupéfiante. Il répond: je croyais qu'on avait le droit. Voilà. Si le président a une barbiche, a-t-on le droit de la tirer? A priori non, il a été assez lourdement condamné pour outrage au chef de l'État. Donc toujours un peu de respect du dignité de la personne. Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui? Est-ce qu'on trouve la même qualité de réplique, de répartie chez les hommes politiques aujourd'hui? Vous êtes, je le rappelle, Bruno Fuini, écrivain
écrivain, historien. Est-ce que quand on se plonge dans l'état des rapports parlementaires aujourd'hui, on voit encore ce style de langage, cette répartie, vraiment ce mot qui peut rapidement nous faire éclater de rire? On trouve, alors après la question c'est est-ce que c'est de l'humour volontaire ou involontaire? Voilà, il y a parfois des choses, je me souviens de cette phrase extraordinaire d'un ancien ministre de l'enseignement supérieur qui a dit j'ai interrompu le cours de sexologie car il ne débouchait ni sur la maîtrise ni sur la licence. C'est très bon. C'est soit génial, soit une bourde incroyable et c'est difficile de trancher. Après il faut pas idéaliser le passé, il y avait aussi de très très mauvais orateurs, de très très mauvais politique dans le passé, et puis des génies comme Clémenceau. Moi, j'ai mis tout ce livre, comment dirais-je, sous l'égide de Clémenceau, qui a fait cette déclaration définitive. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Ce qui est très bien parce que du coup, il se mettait dedans. Il avait conscience qu'en politique, on est toujours on est toujours le con d'un autre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de phrases de Clémenceau qui sont cultes, qu'on entend ici et là, et qui sont vraiment d'une cruauté formidable et donc d'un humour vraiment fantastique. Vous parliez tout à l'heure des personnages pour lesquels on peut avoir une certaine affection. Vous faites la liste, vous avez un petit sommaire où vous décrivez, on va dire, le différent niveau de conneries d'une certaine manière. Il y a les excessifs, les érotomanes, les malchanceux, les navrants. Vous qui êtes l'auteur de ce livre, Les politiciens les plus cons de l'histoire, pour lesquels en général vous avez une petite tendresse, où vous pardonnez un peu plus facilement que les autres. Bah, les maladroits, des gens qui sont pas plus bêtes qu'un autre, comme on dit dans un grand film, qui ont mené leur carrière et qui à un moment inexplicablement ou par malchance ont fait un faux pas qui leur a coûté très très cher. Je vais prendre deux exemples rapides. Un député qui était tout le temps réélu sans problème, un député radical de l'Oise qui s'appelait Théodore Baudon, et puis il se rend compte qu'avec l'inflation, l'indemnité parlementaire qui n'avait pas été augmentée depuis près de 70 ans, ne permet plus de vivre, quoi. Donc ça, c'est voilà. Là, on est en 1906 et donc Baudon, au lieu d'augmenter doucement et habilement et par palier cette indemnité parlementaire, a l'idée bizarre et incongrue de l'augmenter de 66% en une nuit par un texte qu'on fait voter en urgence. Donc vous imaginez le scandale, les réactions dans la presse, et non seulement ça fait scandale et ça va discréditer pour longtemps toute la vie parlementaire française, mais lui-même va être battu aux législatives qui suivent alors qu'il avait toujours été réélu. Et puis plus près de nous chronologiquement et plus loin géographiquement, ayons une pensée pour ce ministre de l'ordre public en Albanie, Spartak Poshi, qui est convié à un sommet international en Grèce. La Grèce et l'Albanie ont une frontière commune, donc il se dit je vais y aller en voiture, j'ai une belle voiture puissante automobile. Voilà. Et donc il prend sa voiture, il franchit la frontière et là il y a des appareils, vous savez, à l'entrée de l'espace Schengen qui se mettent à sonner. On se rend compte qu'il circule dans une voiture volée. Le ministre de l'ordre public, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, circule dans une voiture volée, qui est immédiatement confisquée. Il va devoir attendre qu'on lui envoie un hélico. Enfin, tout ça est extrêmement gênant. Alors, je vous rassure, parce que les politiques ont de la ressource, depuis, il est devenu ministre des Transports. Donc, comme quoi, voilà. Quand on sait faire les choses et quand on les fait bien, on se replace et on trouve sa place. Merci beaucoup, Bruno Fulini, d'avoir été sur Sud Radio. Les politiciens les plus cons de l'histoire. Je recommande vivement aux auditeurs de s'emparer de ce petit bouquin, notamment pour les vacances d'été. Vous voulez lire sur un transat, les pieds dans l'eau, peu importe, vous allez picorer des anecdotes de tous les siècles, de tous les moments, avec un personnel politique qui parfois en effet laisse à désirer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle après-midi aussi sur Sud Radio. De notre côté, on se retrouve lundi, même heure, même studio. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.